Look, let's establish once again that there is a huge comet headed towards Earth. And the reason we know that there is a comet is because we saw it. We saw it with our own eyes using a telescope. I mean, for God's sakes, we took a fucking picture of it. What other proof do we need? And if we can't all agree at the bare minimum that a giant comet the size of Mount Everest hurtling its way towards planet Earth is not a fucking good thing, then what the hell happened to us? I mean, my God, how do we even talk to each other? What have we done to ourselves? How do we fix it? We should have deflected this comet when we had the fucking chance, but we didn't do it. I mean, I don't know why we didn't do it. And now that they're actually firing scientists like me for speaking out, for opposing them. And I'm sure many of the people out there aren't even going to listen to what I just said because they have their own political ideology. But I assure you, I am not on one side or the other. I'm just telling you the fucking truth. I think this would be a good time to establish that Isherwell and the president have both said that there's benefits to be had. Right, well, the president of the United States is fucking lying! Look, I'm just like all of you. I hope to God that this president knows what she's doing. I hope she's got us all taken care of, but the truth is, I think this whole administration has completely lost their fucking mind! And I think we're all gonna die! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mer suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir et bonne année 2022. Si vous êtes ici sur Radio Campus Montpellier, c'est que vous êtes au bon endroit puisqu'il est l'heure de The Cinema Show. Et début d'année oblige, nous ouvrons 2022 par notre émission Top et Flop de l'année 2021. On a d'ailleurs commencé cette émission avec une scène d'un film sorti en toute fin d'année 2021, Don't Look Up d'Adam McKay avec l'excellente performance de Leonardo DiCaprio. D'ailleurs, est-ce que Don't Look Up fera partie de nos tops ou de nos flops de l'année? On le saura durant l'heure et demie d'émission. Mais avant ça, place aux présentations du jour. Et pour cet épisode spécial, je serai accompagné d'une pléthore de chroniqueurs et chroniqueuses. Ils sont tellement nombreux qu'on a dû les diviser en deux équipes. Alors dans la première rotation, on est heureux d'accueillir celle qui part en vacances quand les vacances se terminent, Margot. Salut Margot. Bonsoir. Elles étaient bien tes premières vacances? Très chill. Ouais, et t'as hâte des secondes? Ah bah oui. Ah bon. Jonathan retrouve aussi l'émission avec ce spécial Top et Flop. Comment tu vas, Jonathan? Très bien. Quelles sont tes résolutions pour 2022? Faire des blagues, visiblement. Faire des blagues. D'accord, je suis pas au courant, j'ai pas écouté. Ouais. Juste c'est à côté. Ouais, bah c'est un off. Juste à côté, c'est le plus grand fan de Spider-Man No Way Home qui est présent ce soir, Florent. Ça va, Florent? Bah oui, on va pouvoir bien en parler. Remis de tes émotions, hein. Ouais, bah je me rends compte que j'étais fan de ce que n'était pas le film, c'est-à-dire avant tout, la bande-annonce, les rumeurs, etc. Ça spoil. Raphaël est également là pour ce nouvel épisode je pensais de pas TCS. Que tu m'avais noté. Ouais. Bah, bonsoir à tous. Salut Raph. Bonne année. Ouais. En forme? Bof, mais ouais.
Bon, saluons aussi les 2 Bretons de l'émission, Arnaud et Déborah, à la technique ce soir. J'espère que vous avez passé de belles fêtes aussi. Mais Nantes, c'est pas vraiment la Bretagne, hein, visiblement, selon la fin. Ouais, selon Déborah. On veut pas lancer de problème en régie, mais voilà, on dit ça, on dit rien. Hein. Avant notre partie top et flop de l'année, donc on parlera rapidement de Spider-Man No Way Home. Je le fais juste pour Florent, dont l'énorme succès a fait grand bruit durant les vacances. Merci. Également au programme de la soirée, le quiz de The Cinema Show, qui sera là aussi divisé en 2 temps, nos moments marquants de 2021 ainsi que nos attentes ciné pour cette année 2022. Et sans plus tarder, on débute ce gros programme avec le plus grand succès ciné depuis 2019, qui prouve au passage que la salle a encore un pouvoir d'attraction phénoménal pour certains films événements. Spider-Man No Way Home de John Watts. Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man, we started getting some visitors. From every universe. Hello, Peter. You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way. There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter, you're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. This is all my fault. I can't save everyone. They're starting to come through, and I can't stop them. Alors, Spider-Man No Way Home, qu'est-ce que ça raconte ? Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier, est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'est être Spider-Man, ce que être Spider-Man signifie véritablement. Donc on retrouve bien évidemment le casting de d'habitude dans les Spider-Man, Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, voilà, Jon Favreau et compagnie. Margot, qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier Spider-Man ? Mon avis est un peu à chaud parce que finalement je l'ai vu tout à l'heure. Oui, tu m'as demandé d'ailleurs hier si... Bah oui, s'il y en avait qui voulaient venir au passage, voilà. Je le dis déjà, je l'ai vu 2 fois le film.
Mais moi, je l'ai presque vu 2 fois aussi, parce que j'avais raté la fin pendant le premier visionnage. Et j'étais allée le voir en format classique. Et là, je suis allée le voir en format IMAX 3D VOSTFR. C'était quand même la complète, quoi. Et j'ai bien apprécié parce que du coup, les scènes de voltige et d'action, elles étaient beaucoup plus sensationnelles qu'au format classique. Et on les ressentait du coup doublement plus fort. Donc pour le coup, j'ai bien aimé cette version-là. J'ai passé un bon moment. Je trouve que Spider-Man, ça reste un film qui peut être accessible autant aux adultes qu'aux enfants. Et c'est ça que j'aime bien avec l'univers Marvel aussi en général, c'est que c'est quand même avec le public le plus large possible, et du coup c'est dans le sens où passer un moment c'est bien, sauf que le problème c'est que je trouve que le film prend beaucoup de chemins faciles. Déjà le fait que Doctor Strange soit, bon je pense que c'est pas un gros spoil, mais qu'il soit mis de côté pendant tout le film alors que c'est censé être un des plus grands sorciers de l'univers Marvel, c'est juste inacceptable. Genre, déjà moi j'adore Benedict Cumberbatch et je trouve que le personnage est quand même très charismatique, et le mettre de côté comme s'il était un mini sorcier que Spider-Man peut combattre au bout de 2 secondes. Non mais c'est grâce à la géométrie qu'il a réussi à faire ça. C'est un trope que tous les films Marvel utilisent d'ailleurs, hein, de mettre de côté les gens les plus puissants pour que les héros principaux du film soient super importants. Ouais. En plus c'est le problème comme ils ont des héros de plus en plus puissants, au bout d'un moment ils vont plus pouvoir rien faire sans faire ce genre de choses, quoi. Ouais. Et sinon, en général, je trouve que cette 3e phase de Spider-Man est quand même beaucoup moins forte que les 2 premières. Le personnage de Tom Holland est beaucoup moins de texture. Je trouve que les 2 premiers personnages incarnés par Tobey Maguire et ah oui, d'accord, je comprenais pas parce que de quoi tu parlais quand tu disais les 2 premiers. Les 2 premières. Ouais, je pensais que tu parlais des 2 premiers films. Attends, n'allons pas trop vite en besogne avant de parler de ça. Mais tu avais d'autres choses à dire. Mais c'est juste pour dire que je trouve que son personnage à lui, il manque vraiment de diversité, de dualité dans son caractère. Il est trop doux et trop gentil, je trouve. Il manque vraiment d'une phase un peu plus violente et je sais pas, du Spider-Man qu'on aime connaître de base, quoi. Ok, donc c'est le 27e film du MCU, ça va vite, il y en a tellement. T'as commencé à le dire, il marque le retour du coup d'anciens personnages. Je pense au Bouffon Vert, Willem Dafoe, Jamie Foxx dans les The Amazing Spider-Man, Alfred Molina aussi qui jouait Dr Octopus, et 2 autres personnages dont on s'attendait leur retour. Hein. J'ai dit on peut spoiler ce soir, je pense que tout le monde a déjà vu le film. On spoil on spoil, en tout cas on l'a dit, parce que c'est quand même le film il a déjà rapporté 1,369 milliard de recettes, c'est le 2e meilleur démarrage de tous les temps aux États-Unis alors qu'on est en période de Covid. C'est un raz-de-marée pour le moment. Florent, toi qui attendais ce raz-de-marée du coup. Écoute, alors, je t'ai emmené voir le film. Oui, tu m'as emmené voir le film. Tu m'as invité, tu m'as encouragé à aller le voir. Je me suis dit, mais waouh. En fait, ce film, et c'est fou comme c'est une blague, ce film. Et ça commence à devenir très inquiétant. On évoquait un peu la question en off, mais je n'arrive pas à comprendre l'intention. Enfin, si, du coup, j'arrive à comprendre l'intention de ce film, mais là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. On s'appuie sur des personnages, d'anciens personnages, mais qui ne sont du coup pas traités dans ce film-là. On ne les développe pas, ils sont mis de côté pendant un long moment. En fait, on se base sur leur création antérieure. Mais vous savez, ils existent dans un autre, donc là, c'est les mêmes. On vous remet les mêmes. Non, c'est pas vrai, vous les développez pas. C'est bâclé. Il n'y a aucune séquence d'action, aucune séquence de voltige qui vaut le coup. En fait, il n'y a plus rien. Et ça commence à devenir inquiétant parce que Spider-Man, c'est un héros que j'aime bien. Mais là, c'est vraiment un film où, ça y est, on décide de plus rien faire et de ça va suffire. Cet élément-là, dont on a fait le marketing depuis des mois, etc., et qui est dans le film, ça va suffire. Les affiches, elles sont dégueulasses. Je sais pas si vous avez vu les affiches, mais c'est basé que sur ça. Regardez comme c'est malin de voir qu'il y a les anciens qui vont revenir. Franchement, c'est vraiment honteux. Je trouve que ce film est vraiment un des pires films Marvel, surtout dans son intention, quoi. Je t'avais pas senti aussi en fait, il a frustré en sortant de la salle. Il a évolué en moi, mais pas dans le bon sens, quoi. Je me suis rendu compte de pas la supercherie, mais c'est vraiment une blague, je trouve. C'est dommage parce que je trouve qu'il y avait des choses à faire avec le personnage de Spider-Man interprété par Tom Holland, parce que la fin, en fait, ce qu'il advient, tout ça de son personnage, ça pourrait être intéressant dramatiquement parlant, mais c'est tellement mis de côté pour du fan service que bon, voilà. Il pose une vraie question, c'est que alors le film en soi il est fun, il est léger, on peut pas s'ennuyer une seule seconde, donc c'est vrai que le moment est quand même
assez agréable à passer, mais c'est vrai qu'une fois qu'on réfléchit sur la substance même du film, je comprends en fait les inquiétudes, et moi aussi je suis assez inquiet parce que c'est vraiment le film le plus gros fan service que j'ai jamais vu de ma vie dans le cinéma, vraiment je pense, dans le sens où en fait seuls les éléments du fan service suffisent à maintenir la narration, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas embêtés à faire des évolutions de personnages, à faire des dilemmes, des enjeux narratifs, des enjeux dramatiques, qui fait que sur 2h30 la substance du film est quasiment le néant, puisque aucun personnage n'est approfondi et ils sont juste là pour être un peu des faire-valoir. Des pantins quoi. C'est des pantins, et du coup vu les réactions, moi qui étais complètement démesuré dans la salle, où la moindre apparition de chaque personnage, ça hurlait dans tous les sens. Ça c'était fun. Alors, comment dire, il y a un double aspect. À la fois, je suis pour le partage des émotions dans une salle de cinéma, et je trouve ça très agréable. Mais en même temps, je me dis qu'en fait, là, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça vous suffit. En fait, genre, on vous présente même pas un film, on vous présente juste quelque chose qui vient titiller votre nostalgie. Et en fait, ça suffit. En fait, on s'embête plus à essayer de faire un film cohérent, avec des enjeux bien construits et tout, et c'est ce qui me pose vraiment question. Je trouve que le film là-dessus, j'ai l'impression qu'il marque un peu un tournant on s'embête plus en fait. Quand tu t'intéresses en plus à la genèse du film, tu sens que c'était le bordel, parce qu'à la base, il devait sortir par exemple après Doctor Strange qui va sortir. Et du coup, ils ont dû tout rechanger parce que finalement, il sort avant. Donc, tu vois, c'est bien que ils savent pas où aller. Et du coup, voilà, on te sort des trucs, c'est suffisant pour les gens finalement. Oui, c'est triste quand même parce que du coup, on s'embête plus à faire du cinéma et ça devient une espèce d'objet marketing toujours fun, toujours cool, parce que la plupart des Marvel, on peut pas s'ennuyer devant ou c'est relativement bien fait, mais c'est vrai que ça, une fois passé ça, il y a plus rien de marquant quoi. Et je comprends les gens, même si ça fait un peu vieux con de dire ça, mais qu'on dit qu'il y a pas d'immenses blockbusters qui sont sortis depuis des années et que c'est pas Marvel qui les sort. Non, qui les représente quoi. Ouais. C'est vrai que moi quand je vois un film comme Le Seigneur des Anneaux qui du coup était un blockbuster mais qui était une vraie expérience de cinéma et du cinéma total, et qu'on compare aujourd'hui peut-être avec les Marvel, je trouve qu'il y a quand même des enjeux de cinéma qui se sont perdus en chemin, et c'est pas hyper rassurant sur autre chose. Il y a aussi beaucoup l'influence de la série télé qui fait que les Marvel, c'est quand même le cinéma évolue, mais donc ça sera représentatif quand même de l'époque, et ça a quand même déjà marqué l'époque du cinéma, le MCU, parce qu'il n'y a pas eu d'autre univers comme ça qui a été construit de cette façon. Oui, après voilà, là c'est l'aspect formel et matériel du truc, mais je parle dans la substance de ce qu'on fait dans le cinéma. Je trouve ça un petit peu inquiétant quand même. Raphaël, rapidement sur Spider-Man oui, No j'ai Way pas Home. grand chose à dire. C'est vrai que c'est un peu long pour un sketch du SNL. Après, j'ai l'impression, oui, je suis du même avis que mes collaborateurs en France. C'est vrai que c'est du cannibalisme en fait. C'est l'impression qu'ils recrachent leur propre création, et aussi ils veulent réécrire un peu l'histoire, ce qui est un peu gênant. C'est-à-dire qu'ils acceptent pas, et l'impression que Marvel, donc le MCU actuel, répare les anciens, les erreurs des anciens Spider-Man, ce qui est totalement gênant quand on est des fans. Je sais pas s'il y a des fans de la deuxième saga, mais moi ça me gêne un peu de comprendre ça. Et j'ai l'impression que si Stan Lee était encore en vie, on ferait un film sur lui en grand caméo de 1h30 où en fait il aurait des super pouvoirs. Enfin, j'ai l'impression qu'on utilise des caméos qui en fait dans les premiers films c'était drôle, c'était fun, pour là raconter quelque chose. Et c'est aberrant que ça fasse le plus d'entrées. Moi j'ai pas grand chose à raconter sur le film en lui-même, c'est moche d'ailleurs. Et c'est désincarné. Moi, même en IMAX, j'ai trouvé ça assez moche. Alors d'habitude, c'est fond vert tout le temps, et c'est désincarné, c'est incroyable. Hein. Les acteurs, surtout les méchants. T'as l'impression qu'ils jouent pas tout le temps ensemble aussi. Surtout les méchants, c'est incroyable comme ils sont pas du tout dans leurs personnages, et c'est pas du tout les mêmes personnages que dans les films qu'on a vus. Même en termes juste de mise en scène, de découpage, de gestion de l'espace et tout. Quand on voit le film de Sam Raimi, mais après non. Quand on voit le film de Sam Raimi, qu'on l'analyse en termes de mise en scène et qu'on voit celui-là, en termes pareil de cinéma, j'ai l'impression que ce truc a un peu 10 ans ou 15 ans de retard, alors que celui de Sam Raimi, au-delà, si on passe du fait des petites imperfections de l'époque en termes de CGI, il y a du cinéma en fait, il y a une mise en scène qui est pensée, réfléchie pour l'immersion, pour l'action, et que là j'ai l'impression que c'est pas réfléchi. Octopus et le Bouffon Vert font extrêmement peur, hein. Franchement dans les deux premiers c'est vraiment mais ça leur donne une seconde chance aussi, tu vois, ce film. Voilà, c'est Tom Holland. C'est Tom Holland. C'est ce que tu disais par exemple sur comment tu analysais Tom Holland par rapport aux deux autres. Je trouve que c'est exactement ce que symbolise cette trilogie, c'est-à-dire que c'est sans enjeu, sans dualité, un peu sympa mais un peu fade, pas avec la profondeur émotionnelle des deux autres acteurs. C'est un peu ce que représente le film, je trouve.
Bon, bah si vous aimez Spider-Man et la notion de multiverse, allez plutôt voir le film d'animation Spider-Man New Generation, c'était beaucoup mieux. On va passer à la suite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, l'émission est dense. Alors l'année dernière c'est Soul qui avait été élu film de l'année 2020, long métrage qui comme Spider-Man No Way Home était sorti en fin d'année dernière. Est-ce bon signe pour mon favori, se demande Florent. Réponse dans notre partie top et flop de 2021. Alors après, on va faire les tops et les flops avec vous. Donc après le top 5 de chaque chroniqueur, on va découvrir le classement général des tops de la 10e à la 6e place. La dernière partie du classement, ça sera tout à l'heure avec les autres membres de l'équipe. Voilà. Oh là là, il nous fait, patienter. Ouais. Margot, qu'as-tu mis dans ton top 5 ? Dans mon top 5, y a déjà la musique qu'on vient d'entendre, donc c'est Beau Jeu. C'est la 5e place avec Les Olympiades. C'est un film sur lequel j'avais vraiment zéro attente. J'avais peur que ce soit un film très contemplatif, alors finalement c'est très brutal, c'est très moderne, il y a un bon rythme, les musiques elles sont percutantes pendant tout le film, t'es perdu dans un Paris que tu reconnais pas et j'ai adoré ça, redécouvrir Paris, redécouvrir des acteurs, découvrir des acteurs qui sont phénoménaux, donc très très belle surprise. Juste au-dessus, il y a Summertime, que j'ai beaucoup aimé, qui restait malheureusement pas assez de temps en salle. Mais c'est un petit soleil, c'est de la poésie. C'est des jeunes acteurs qui sortent de nulle part et qui écrivent leurs propres textes pour t'envelopper dans une poésie mais magnifique en plein Los Angeles. Donc moi, j'ai adoré. C'était vraiment une jeunesse qui a envie de parler, qui a envie de s'exprimer. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Juste au-dessus, on a Last Night in Soho, même si certains l'aiment moins. Il a été beaucoup cité dans les tops et dans les flops. Super. Moi, j'aime déjà beaucoup Edgar Wright pour sa comédie, et là, j'ai adoré le voir sur un autre registre. Je trouve que dès la scène d'introduction, tu sais qu'il va y avoir des jeux de lumière, des jeux d'acteurs qui vont être très bons. Donc, pour le coup, pour moi, sa promesse est tenue. J'ai adoré voyager à Londres sous son regard. Donc j'ai adoré. Dune, qui est juste au-dessus, moi ça a été mon coup de cœur de l'année, j'ai absolument adoré, je suis allée le voir plusieurs fois en salle. Moi je suis très heureuse de commencer cette saga en salle et j'ai très hâte de voir la suite. Pour moi c'est juste prometteur, Denis Villeneuve il a tout explosé et le casting, n'en parlons pas. Et mon top 1, c'est Julien 12 chapitres, qu'encore une fois, j'attendais pas du tout dans ce top. Il m'attirait pas forcément de base. Et j'ai été émerveillée par la mise en scène, par le jeu de l'actrice. On nous récite un chemin de vie qu'on a, nous aussi, en partie parcouru dans notre chemin de vie. Et j'ai adoré suivre ce récit-là. Voilà, j'ai réussi à vraiment beaucoup m'identifier au personnage principal et il y a des scènes qui, je sais, vont me marquer à vie, comme des musiques qui resteront très longtemps dans mes playlists, c'est sûr. Bon, vous retrouverez le top 10 de chaque chroniqueur aussi sur Instagram, tout ça, et là en vidéo aussi, Déborah elle vous les diffuse quand tout le monde a dévoilé son top. Raphaël, à toi ton top 5. Je vais essayer de faire vite. Donc le meilleur film français pour moi, c'est à la 5e place, c'est Illusion perdue. Donc meilleur film français de l'année, francophone pardon, de l'année. Vous verrez après pourquoi. Et pourtant, ça peut sembler assez rustre, donc parce que c'est Balzac, c'est donc la figure de proue de la comédie humaine. Et je connaissais absolument pas. C'est historique, donc beau décor, beau costume et tout ça, mais c'est tellement moderne dans la construction d'une arborescence un peu ignoble, des personnages assez hypocrites. Et donc c'est assez beau. Je trouve ça se mesure sans honte à un film comme Vice par exemple. Et les acteurs confirmés sont assez merveilleux, mais surtout, c'est Benjamin Voisin qui monte tellement haut dans Illusion perdue, il domine vraiment son rôle, il est assez incroyable. Et le film a complètement eu à la fin du film avec une mise en abîme assez vertigineuse, je trouve que le film est vraiment bien. Et donc, en 4e position, un film français mais pas francophone, Onoda. Alors, qu'est-ce que l'on n'a pas dit sur Onoda, ce film de presque 3 heures qui nous fait vivre 10 000 nuits dans la jungle de manière si captivante qu'on se demande si Arthur Harari n'a pas eu un stage chez Mesmer, tellement il est fort. Vraiment, on a l'impression que ça passe si vite. C'est un film qui pousse donc à bout le paroxysme donc de l'obstination entre absurdité et cynisme, mais le traite avec beaucoup de respect, donc c'est vraiment très très beau.
En troisième position, Son of Metal. Si comme moi vous êtes très sensible au son, que ce soit au cinéma mais surtout dans la vie, je pense que c'est Son of Metal qui va vous le plus passionner, en tout cas sur le sujet de tous les films confondus, parce que j'ai l'impression que c'est le film le plus important sur le sujet, puisqu'il s'intéresse à un musicien qui va perdre peu à peu l'audition. Après avoir dit donc que la panique silencieuse de Riz Ahmed est une précision assez déroutante, parce que je trouve que il est vraiment super bon, en tout cas dans son regard, on sent qu'il a vraiment perdu un truc. J'ai envie de vous dire aussi que c'est sûrement le meilleur film vraiment sur le son, sur cette absence aussi de son. C'est ça qui est fort, c'est que c'est un des meilleurs films sur le son parce qu'il n'y en a pas vraiment. Donc vraiment c'est un film qui m'a marqué cette année, 3e position. On avait d'ailleurs reçu Nicolas Becker. Exactement, ouais. Qui avait fait le travail du son dessus et qui avait gagné un Oscar pour. Même artistiquement, je trouve qu'il était plastiquement il était vraiment beau, mais le son, t'as raison, il était exceptionnel. 2e position, Le Peuple Loup. Donc je suis un peu jaloux en général des enfants quand ils ont des questions d'immersion dans les films d'animation, dans un univers graphique assez singulier. Et honnêtement, Le Peuple Loup, c'est vraiment une immersion totale. L'univers est assez simple, beau, écrasant d'émotions. J'ai redécouvert des sentiments de tristesse mêlés au bonheur qu'on peut voir dans nos premières découvertes de films Pixar, par exemple. Le style de Tom Moore est impeccable et le thème du film est si galvanisant. Le meilleur film d'animation depuis Spider-Man New Generation, donc pour parler de Spider-Man. C'est une certitude. Et mon premier, Désigné coupable. Un film passé trop discrètement pour l'envergure de ses incarnations et la force de son propos. C'est une adaptation d'une histoire vraie, donc on suit l'immense injustice vécue par Mamoudou Al-Slali, donc joué par Tahar Rahim, un Mauritanien que les Américains jugent coupable sans le juger et responsable des attentats du 11 septembre. Or, c'est juste un visage sur lequel on colle l'image d'un terroriste inconnu, un bouc émissaire médiatique, enfermé donc à la prison de Guantanamo. Mais désigné coupable via le rôle incroyable de Jodie Foster en avocate déchaînée et d'une force morale titanesque. Regarde dans le blanc des yeux le gouvernement américain, donc dans sa paranoïa de terroriste, de terrorisme finalement sur le 11 septembre. Et je trouve que c'est vraiment le film qui m'a le plus satisfait par sa technicité. Et puis vraiment c'est super complexe et tu comprends tout est ouvert, tout est clair, tout est limpide dans ce film alors que c'est si complexe. Et mention aussi pour Benedict Cumberbatch qui a un rôle très compliqué. C'est vraiment un méchant. Tu commences le film, tu te dis c'est un méchant et finalement il est tellement plus complexe. Je trouve que j'ai rarement vu un film aussi politique et aussi bien fait. Tu parlais de No Way Home là pour Benedict Cumberbatch. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Florent, ton top 5 de l'année. Alors à la 5e place, j'ai mis donc The Father de Florian Zeller. Place méritée, ne serait-ce que pour son dispositif, pour l'émotion qu'il m'a provoquée. La pièce est peut-être copier-coller, mais elle prend une véritable ampleur au cinéma. C'est un film qui parle aussi de ceux dont on parle moins, de cette souffrance également pour la famille. On a des acteurs qui jouent leur partition à merveille et une des séquences les plus déroutantes en termes de montage de cette année, donc 5e place méritée. À la 4e place, j'ai mis Pieces of a Woman de Cornel Mundruzzo, un film sorti en tout début d'année sur Netflix, une séquence d'ouverture vertigineuse qui m'a complètement scotché à ma chaise de bureau, même si j'étais chez moi. Ça a fonctionné. Pas ta chaise de bureau. Voilà, oui, je voulais dire mon siège pour faire le... Bon bref, j'ai raté. Ça a raté. Et qui laisse... Donc c'est Ensuite, ça laisse place à un film sur la gestion du deuil, de la souffrance au sein du couple, au sein de la famille. C'est mené par une Vanessa Kirby magistrale. Et si on ajoute à cela une partie film de procès qui fait plaisir et une réalisation d'une force incroyable, alors on obtient un grand film qui termine 4e. À la 3e place, Promising Young Woman d'Emerald Fennell, un film qui m'a enthousiasmé, un film pop qui m'a emporté avec lui dans son énergie. Quel bonheur de vivre une séance qui mélange une grande palette de genres différents, d'émotions différentes, qui traite aussi de nombreux sujets de manière tous très intéressants. Portrait de personnage très bien écrit, parfaitement écrit, porté par une Carey Mulligan qui est parfait. C'est une vraie réussite. À la 2e place, Onoda d'Arthur Harari. Voilà, pour continuer dans le sens de Raphaël, une fresque incroyable. La plus grande de cette année 2021. On entre dans le film et on n'en ressort plus jamais. C'est une œuvre d'une maîtrise absolue sur une guerre qui finit par n'exister que pour un seul homme et qui nous amène à une quantité de questionnements qui dépassent l'autobiographique et qui s'approche finalement du métaphysique. Nouvelle dédicace à tous ceux qui pensent encore que les Français sont claqués en termes de cinéma. Intéressez-vous, ouvrez-vous, vous verrez, vous allez découvrir des pépites. Et à la première place, j'ai mis un film pour lequel je vais moins argumenter parce que c'est un film qui m'a bouleversé, peut-être
parce que c'est tout simplement un long métrage et un chef-d'œuvre potentiellement qui a résonné en moi et qui m'a pas lâché depuis que je l'ai vu, depuis le début. Je parle donc de Petite Maman de Céline Sciamma. Il restera en moi pour longtemps le meilleur de mon année 2020 et la fin de ce film... 2021, pardon. À moi, si tu l'as vu en avant-première, oui, je l'ai vu elle me l'a envoyé en lien perso. ouais. Et la fin de ce film est, je pense, la plus belle chose que j'ai vue de cette année. Eh ben. Jonathan, top 5. Alors, top 5 The Father également. Donc En combien? En 5e place, oui. Bah, je trouve que ça a été un vrai choc sur le côté de la retranscription de la maladie. Comme tu disais, en termes de montage, c'est un film qu'on pourrait croire justement théâtral. Et moi, je suis souvent un peu agacé par les films un peu dispositifs théâtre au cinéma. Et en fait, je trouve que la mise en scène est tellement minutieuse, tellement intelligente, tellement fine, qu'en gros, c'est un vrai film de cinéma qui retranscriva parfaitement on pourrait se mettre vraiment à la place d'une personne malade qui est en train de perdre un peu la raison et de devenir sénile. Et du coup, ça crée un trouble assez saisissant pendant le film. Et c'est porté par un Anthony Hopkins que je pense que c'est un de ses 2 ou 3 meilleurs rôles de sa carrière. Voilà, je trouve qu'avec ce film, on a vraiment un nouveau cinéaste français qui est né, Florian Zeller, dont j'ai hâte de voir la suite. En 4e position, First Co de Kelly Richard. Moi, je suis très fan de son univers, de son cinéma, de sa poésie, et je trouve que c'est un de ses plus beaux films parce qu'elle a une capacité à mettre la petite histoire, c'est-à-dire l'amitié entre 2 hommes au début de la naissance un peu du capitalisme aux États-Unis, dans la grande histoire justement des États-Unis qui est en train de se construire dans ce pays moderne. Et je trouve que la délicatesse avec laquelle elle fait, la finesse du regard, la minutie aussi de la mise en scène, et juste la poésie qui découle, c'est vraiment une espèce de long fleuve tranquille ce film, et j'ai trouvé que c'était une expérience bouleversante et aussi une réinvention un peu du western contemporain. 3e position, Onoda aussi également. Bon, je peux pas rajouter grand chose que ce que vous avez dit, c'est l'ampleur de ce film est assez démentielle. Il y avait longtemps que j'avais pas vu un film avec autant de souffle, qui justement par la durée en fait brasse tellement de thématiques, tellement de profondeur, notamment sur la question du patriotisme, de pourquoi on se bat. Du coup voilà, c'est un film qui est à la fois très politique, très intelligent, mais aussi très physique. On passe par plein d'émotions, on se perd un peu dans la jungle avec lui, et je trouve que à la fois le sujet était un sujet en or, et la manière dont Arthur Harary l'a mis en scène, c'est assez bluffant. Et comme on dit, si on s'intéresse un peu au cinéma français un peu plus en profondeur, on peut découvrir ce genre de pépites. Et je tiens à préciser aussi que je trouve ça un peu anormal que c'est un film qui soit pas allé en compétition officielle à Cannes, vu l'ampleur de ce film-là. Mais bon, au moins, on lui rend hommage à travers ses tops. Et en 2e position, Julie en 12 chapitres de Joachim Trier, qui est un portrait très contemporain, en fait, d'une trentenaire à un virage de sa vie. Je trouvais ça très fin, très, très beau, très... très inventif aussi sur la mise en scène, parce que justement, on pourrait croire que les chapitres... divise le film, mais je trouve qu'il y a une vraie harmonie et en même temps une invention permanente dans le film, et tout simplement aussi pour le côté bouleversant de ces personnages, des situations, et une petite mention à Anders Danielsen-Lee, mais j'y reviendrai tout à l'heure, acteur formidable qui est capable de tirer des larmes en quelques secondes. Et mon numéro 1, c'est Nomadland de Chloé Zhao, un film que j'attendais énormément. Il va faire la gueule. Je sais que c'est un film qui peut diviser, mais le naturalisme lyrique de Chloé Zhao en fait n'a de cesse de me bouleverser depuis son premier film, et je trouve que là encore je sais pas si c'est son meilleur, mais c'est en fait un beau prolongement en fait d'un parcours d'une cinéaste que je trouve assez fascinante, qui a un vrai regard à la fois social et poétique sur le monde qui l'entoure, et c'est celui qui m'a le plus bouleversé par la trajectoire de son personnage, par les paysages qu'elle filme, par la beauté du monde qu'elle ne cesse de contempler, et que je trouve elle retranscrit avec un regard magnifique. Voilà. Très bien, merci pour vos tops. Moi je le ferai tout à l'heure, le mien de top. Il y a Damien qui dit, lui son top c'est Don't Look Up, et il nous recommandait aussi First Reformed, mais je crois qu'il était sorti l'année dernière, oui, celui-là. Exactement. Donc on va faire les 5 premières positions. En 10e, alors on était 19 à voter parce qu'on est une grosse équipe dans The Cinema Show, et il y a eu 103 films cités, comme je le disais en off, 103 films différents. Donc 10e, La Voix d'Aïda de Jasmila Zbanic.
9e, Onoda, 10 000 nuits dans la jungle d'Arthur Harari, du coup, vous en avez pas mal parlé. 8e, Drive My Car de Ryosuke Hamaguchi. 7e, La Fracture de Catherine Corsini. Et pour la 6e place, je vous propose de la découvrir avec un petit extrait. You know I'm terrible with dates. It's not a big deal. Not a big deal. Not a big deal. You just forgot your birthday. You don't want to have a party? You don't want to see your friends? You know I don't have any friends, Mom. Don't joke about it. Don't. Do you know how strange this is? You're still living here at home. Working in that stupid coffee shop since you and Nina dropped out of med school? You're out all night long doing God only knows what. Okay. And you don't have any boyfriend. You don't have any friends. Mom, you should have saved all that for my birthday card. Why don't we just let the kid celebrate however she wants, okay? All my friends, they ask about you. I don't know what to tell them. I don't know what happened here. I don't... Promising Young Woman du coup d'Emerald Fennell qui est en 6e position. La suite du classement, ça sera pour tout à l'heure en fin d'émission. Alors comme pour les tops, avant de découvrir la première partie du flop, de la 10e à la 6e place là aussi, on débute par le flop 5 de chaque année, alors de chaque chroniqueur. Alors Jonathan, toi tu m'as juste cité quelques films comme ça, là tu m'avais Ils sont dit, juste des films totalement inintéressants. Mortal Kombat, Wonder Woman, Kong School versus machin là, Okay. avec Godzilla, je sais plus. Que des films Warner. Ce mépris quoi. Que des films Warner. Je pense que ça intéressera. Wonder Woman 1984, Thunder Force et je sais plus l'autre. Que tu m'avais cité. Mais bon, voilà, j'ai pas envie de perdre de temps à parler de films qui sont pas intéressants. Mettons notre énergie à défendre plutôt des films qui en valent le coup. Moi j'aime bien défoncer des films de merde. Allez Florent, à toi. Je vais faire la même chose, je vais pas perdre de temps à défoncer des films qui valent pas le coup. Donc, et puis après il y a des choses plus intéressantes dont voilà, on peut parler aussi. En 5e place, Last Night in Soho d'Edgar Wright. N'importe quoi. C'est pour ça en fait que j'aime bien faire les flops, parce qu'il y en a qui les mettent dans les tops. Un des pires scénarios de cette année, qui déroule en boucle le même schéma. Il n'y a aucune évolution de personnage, c'est assez catastrophique. Mais attends, Florent, il y a la prouesse de la séquence de la danse quand même. Mais j'adore Edgar Wright, mais c'est vrai que c'est pas bien. Voilà, c'est vraiment pas bien. 4e, House of Gucci de Ridley Scott. Les acteurs, quand ils sont mal dirigés, on attend que ce soit un peu drôle. Là, ça l'est pas. C'est juste mauvais. Donc voilà, Ridley, il nous fait des dents de scie, un bien, un pas bien. 3e, Bliss de Mike Cahill. Vous voyez pas du tout de quoi je parle? C'est Amazon Prime. Je sais pas quoi là. État d'esprit en français. Bon, si vous voyez pas, c'est pas très grave. Vous concentrez pas là-dessus. C'est vraiment très très mauvais. 2e place, Tout s'est bien passé de François Ozon. On arrive à un stade du classement, je sais plus quoi dire bientôt, parce que il n'y a rien à dire. Écoutez, couille. Voilà, à part qu'on a été mis en face d'un gros problème d'une couille, pour ceux qui ont la ref du film. Et en premier, pour revenir un peu plus sérieux, j'ai mis donc Benedetta de Paul Verhoeven, qui est un film insultant, moche, bête, à vomir, à fuir, tout simplement. Voilà. C'est vrai que c'était pas bien. Voilà, c'est dit. Raphaël, ton flop 5. J'en ai pas mal en commun, House of Gucci, c'est vrai que c'est de la merde. Tout s'est bien passé, non. Tout s'est Trop drôle. On s'amuse ici, l'humour. En 3e position, Eiffel, qui est vraiment à vomir, très moche, et ça sert à rien l'histoire. Mais après les deux premiers, c'est parce qu'on se fait plus chier à non, mais vraiment, ça ne sert à rien. Et les deux premiers, ça n'a aucun intérêt. Je ne sais même pas pourquoi l'appellation film existe pour eux. Vanguard, donc si vous tombez dessus, ne regardez pas. Avec Jackie Chan. Posez-vous des questions. Moi, si j'ai vous adoré. Dessus, moi franchement, j'ai adoré. Moi, c'est un nanardesque, mais j'ai adoré. Et le premier, 100% bio, le film France 3 avec Didier Bourdon qui joue un mec qui est bouché et c'est son gendre, c'est un vegan, enfin bref, c'est ça le concept du film, ça n'a aucun sens. Yes, merci Raph. Flop 5, Margot. Encore une fois, tout s'est bien passé, forcément. Il y avait eu Old qu'on avait vu ensemble, moi ça avait totalement été raté parce que je trouve que la mise en scène elle marche pas, le scénar non plus, enfin le jeu d'acteur, n'en parlons pas.
Il y avait eu Nocturno, qui était un documentaire, et je l'ai mis dans le flop parce que en soi c'est un beau film, il est très très joli, mais je trouve ça tellement gonflé qu'un Européen aille dans des pays autant souffrants pour faire les jolis couchers de soleil que j'étais obligée de le mettre en flop parce que je trouve ça pas respectueux. Et les deux autres, c'est des comédies françaises qui m'ont absolument pas fait rire du tout. J'ai été gênée du début à la fin. C'est Les Méchants et L'Origine du Monde, que toi je sais que tu avais bien aimé. Mais moi, les deux j'ai aimé en fait. Moi j'ai aimé. J'ai pas ri une seconde. Ok. Bon, bah moi je vais vous faire mon flop cette fois. Cinquième, j'ai mis L'étreinte de Ludovic Bergerie. Et pourtant, il y a une piscine. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais voilà. Quatrième, Thunder Force de Ben Falcon. Et pourtant, il y a Jason Bateman. Troisième, Sème le vent de Danilo Caputo. Et pourtant, il y a du vent. Enfin, je crois, parce que c'est dans le titre et parce que je me rappelle quasiment plus du film. Deuxième, 100% bio de Fabien Antoniente. Et pourtant, c'est Fabien Antoniente. Et premier, Les Tuches 4 d'Olivier Barou. Et pourtant, il est là. Et pourtant c'est nul. Parce que en fait c'est juste nul à chier. En fait c'est chiant à mourir. Voilà. Donc dans notre flop, pareil, on est 19 votants et 98 films différents ont été cités. En 10e, on retrouve L'étreinte de Ludovic Bergerie, donc qui était avec Emmanuel Béard. Il a été cité plusieurs fois du coup, je te le dis. 9e. Un film qui était dans le top de Margot, Last Night in Soho d'Edgar Wright, et oui. 8e, Cry Macho de Clint Eastwood. On s'en fout de ce film. 7e, OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire de Nicolas Bedos. Il est sorti dans beaucoup de flops. Et puis la 6e place, on la découvre avec un petit extrait. What I cannot wrap my head around is people who steal just for ego or the pleasure of it. For personal satisfaction. Alors, en général et rapidement, qu'est-ce que vous avez pensé comme ça de cette année ciné ? Non, pas forcément du flop, mais donc bonne année, bon cru. Excellente année, moi je trouve. Moi je le trouve légèrement en dessous. Pardon, vas-y. Sachant que les cinémas ont ouvert assez tard, quand même. Voilà, il y a eu quand même des bons films pour si peu de moins de salles, quoi. Et à toi, Jonathan, un peu moins... Non, enfin, je trouve qu'elle est un peu en dessous par rapport à d'autres années en termes de grands films, mais chaque année, on trouve beaucoup de pépites. C'est très rare qu'on tombe sur une année où il n'y a rien du tout. Il y a quand même beaucoup de nouveautés, quoi. Il y a un vent de fraîcheur. Oui, je suis d'accord. Il y a une variété de mise en scène, il y a plein d'auteurs différents qui s'affirment, et non, il y a quand même plein de jolis films qui sont sortis cette année, et ça donne un peu d'espoir quand même. Ouais. J'ai demandé à chacun et chacune d'entre vous un événement ciné qui vous aurait marqué en 2021. On va commencer par toi, Raph. Quel est-il ? Oui, moi c'est l'année catastrophique de Warner. T'en parlais tout à l'heure, on va dire Jonathan sans le vouloir, parce que l'année 2020, en tout cas pour Disney et Warner, les deux gros, on va dire, c'est mal passé. Disney, Mulan, tout ça, voilà. Warner aussi, mais quand même, Warner cette année, ça a continué dans le mal, alors que Disney, ils ont réglé leur truc avec Scarlett Johansson, voilà. Là, vraiment, ils ont perdu Christopher Nolan. Toute leur production était moisie. Bon, t'en as parlé, hein, King's School Island. Mortal Même Kombat, Sorcière, Wonder Woman. Mortal Kombat, voilà. Et puis surtout, il y a eu des aveux, des aveux d'échec, tout simplement, avec Suicide Squad, qui est un nouveau Suicide Squad. Zack Snyder, Justice League, qui est un succès, on va dire, critique mitigé, mais en même temps, le fait de ressortir un truc, c'est que t'as vraiment une production qui est problématique. Il y a plein de choses comme ça, et autour de Dune aussi, Denis Villeneuve qui s'est plaint et qui a dit Warner a failli tuer ma saga dans l'œuf, parce que du coup, elle est sortie aux États-Unis sur HBO Max. Il y a plein de choses comme ça, et je trouve que ça c'est. Même Matrix qui se vautre au box-office aussi. J'allais finir là-dessus parce que je vais essayer d'être rapide, mais. Matrix, dans tout le film, Lana Wachowski nous dit Warner c'est des merdes, et en fait ils allaient faire le film, et heureusement que je suis venu parce qu'ils allaient faire le film sans moi, et je suis arrivé pour un peu sauver le truc et tourner ça limite contre Warner et essayer de leur renvoyer leur bâton dans la gueule en disant notamment dans la première partie. Notamment dans la première partie. Mais... Oui, mais voilà, c'est ce qu'on comprend. Moi j'ai adoré c'est Matrix, vraiment un super film cette année. C'est assez bon, et c'est vraiment un sens donné au film. Donc Warner, ils font que des choix pourris. Et j'ai l'impression que tout le monde se barre. Christopher Nolan, quand même, qui s'est barré, c'est quand même la personne qui a fait le plus d'entrées du coup chez Warner l'an dernier avec Tenet. Il s'est barré chez Universal. Enfin, c'est vraiment une année pourrie pour eux. Donc voilà, j'ai peur. Et puis même ce qu'ils font là avec la saga, tout ce qui est Harry Potter et tout, donc les suites, j'ai l'impression que ça se passe aussi mal. Le Wizarding Universe. J'ai l'impression qu'il y a un tournant qui se passe là avec Warner. Okay. C'est pas
Voilà, c'est pas terrible. Margot. Moi, je pensais que tu parlais des événements perso, donc j'ai vraiment parlé d'un truc perso. Ah ouais, non, mais c'était ce que vous voulez, c'est pour ça que je suis resté vague. Ok. Moi, toi, c'est le Festival de Cannes. Ouais. C'était mon rêve depuis toujours, et le faire cette année, c'était la consécration de ma vie de cinéphile, donc il n'y a pas eu mieux, quoi, c'était impossible. Ok, bah Jonathan, toi, c'était en lien avec Cannes finalement. Oui, c'est un film qui a été présenté. C'est un moment d'un film. Je lis en 12 chapitres. C'est juste des fois, en fait, c'est on regarde énormément de films et des fois il y a des petites évidences comme ça qui nous sautent aux yeux. Et il y a une séquence, bon, j'ai pas envie de spoiler le film pour que vous puissiez le découvrir en entier, mais il y a un dialogue en fait. Notamment vers la fin du film, où en l'espace de 10 secondes, la performance de l'acteur Anders Danielsen a réussi à me faire chialer. Et je me dis que des fois, c'est ça la magie du cinéma, c'est que avec un petit dispositif et un acteur qui, juste avec la sincérité de son regard, arrive à nous tirer les larmes, bah, des fois, c'est juste le plus beau des cadeaux qu'on peut avoir du 7e art. Voilà. C'était juste un petit message positif. L'hommage de Jonathan au cinéma. Et à Anders 100 ans de cinéma, et voilà, on arrive à Jonathan finalement. Florent, lui, il a été corporate et ça j'aime. C'est pour ça que je finis par toi. J'étais obligé de citer notre aventure au Cinémètre quand même, parce que c'était une super expérience d'avoir couvert tout le festival avec The Cinema Show. Et aussi cette émission en direct qu'on a fait donc le mercredi soir, la 7e, vous pouvez aller la réécouter. En plus, t'étais même pas dedans, toi. T'étais même pas dedans. Si, j'ai fait la deuxième partie de l'émission. Ah oui, c'est. Il se souvient plus de moi. Bon, je quitte l'émission, c'est sur ça que j'arrête. Non, parce que quand je suis allé voir, je t'ai pas vu, mais c'est vrai parce qu'il y avait l'interview d'Omar Belkacemi et t'étais pas dedans. Ouais, t'étais juste après. On m'a viré, donc voilà, c'était vraiment une super expérience à refaire, j'espère. Bah, tu sais quoi, j'ai pris un petit extrait, du coup, j'ai pris un extrait de Olé où t'as animé. Waouh! Et je vous souhaite une bonne journée au Cinémède, un bon festival et bien évidemment, Olé! 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 Avec Benoît et Marine, c'est beau gosse aussi. Hein. Ok, 2021 était une grosse année de sortie avec tous les films qui n'avaient pas pu sortir aussi en 2020. Mais ne vous inquiétez pas, le monde du cinéma a des idées plein la tête et il y a plein de films qui donnent envie en 2022. Rapidement, quelles sont vos grosses attentes là, pour les mois qui viennent? Et là, il n'y a plus personne qui veut parler. Si, il y en a. Vas-y, déjà, un film que je vais découvrir très vite, c'est Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, un des plus grands cinéastes actuels. Ce sera au programme la semaine prochaine. Spencer de Pablo Larraín, qui est un cinéaste chilien que je trouve merveilleux. Tragedy of Macbeth, des retours d'un des frères Cohen. Toi, c'est que les films qui sortent en janvier, en fait. On a demandé 2022, il y a Nightmare Alley de Guillermo del Toro, Nos âmes d'enfants de Mike Mills, The Northman de Robert Eggers, et après, sur ça, c'est plus des projets, il n'y a pas de date de sortie, mais il y aurait Armageddon Time de James Gray, Crime of the Future de David Cronenberg, et le nouveau Scorsese, Killer of the Flower Moon, que j'attends énormément. Et évidemment, si Malik ressort un film, évidemment que c'est attente numéro 1. Terrence, bien sûr, on va pas Malik, je sais Malik Bentala. Malik Bentala, dès qu'il sort un film, Jonathan, il est dans la salle, direct. Moi ça va être 2 films Netflix, Pinocchio, je suis très curieux de Del Toro, et Knives Out 2. Parce que j'avais adoré le premier, à couteau tiré, 2 du coup, de Ryan Johnson. Je suis un extrême fan du premier, et donc voilà, je suis assez curieux des 2 films. Bon, dommage que ce soit sur Netflix, mais voilà. Florent, Margot. Moi, il y avait un film qui s'appelle Suis-moi, je te fuis. Et il m'attire pas mal, c'est un film asiatique. C'est même un diptyque. Il y a Suis-moi, je te fuis, Fuis-moi, je te suis. Ah ouais. 2 films de Koji Fukada, c'est ça. Voilà. Et ça sort quand, ça, tu sais? Ça devait sortir l'année dernière et ça a été repoussé. Je crois que c'est en mars ou quelque chose comme ça. Et il y a le film Nope. Alors, juste l'affiche, je la trouve tellement mystérieuse qu'il m'attire vraiment. De Jordan Peele. Oui. Vraiment, l'affiche, elle me donne trop envie. Ça, c'est prévu. Tiens, je l'ai pas dans ma liste pour penser, mais je crois que c'est au milieu d'année, je crois. Courant 2022. Comme ça, on est clair. Sinon, on en a pas parlé, mais parce que je pense qu'il est pas dans nos tops ni dans nos flops, mais Cédric Jiménez, du coup, il y a novembre qui va sortir. Ouais, sort en novembre. Ouais, moi, ça me donne envie. Je suis assez curieux parce qu'il y a un gros cas, il y a Jean le 5 octobre 2022. Puis c'est un sujet il y a en thérapie qui en parle beaucoup. Enfin, j'ai l'impression que c'est un sujet qu'on commence à aborder dans le cinéma français. Oui, parce que ça va évoquer le 13 novembre. Exactement. Et non The Mandalorian, comme quand on voit l'affiche du film. Là, il y a un visuel pour l'instant. On dirait c'est The Mandalorian. Je sais pas si tu peux le remettre, Déborah, pour la vidéo là. Le visuel de novembre.
Bon, si elle le retrouve, voilà, c'est The Mandalorian, c'est pas c'était mal, hein. pareil. Ok, et toi, Florent, moi, je vais citer 2 films français quand même. Donc, Le Visiteur du futur, avec lequel j'ai grandi, donc j'attends évidemment sa transposition au cinéma. Et Maigret de Patrice Lecomte, avec Gérard Depardieu dans le rôle titre. Le 6 avril, ça c'est. Donc voilà, ça j'attends avec curiosité et impatience. Quel hype. Bon, il y a d'autres trucs aussi qui donnent envie. Moi, ma plus grosse attente, c'est, même si je sais que ça va être nul, non, c'est Uncharted, le 16 février, en plus avec Mark Wahlberg. Et Tom Holland. Ouais, mais surtout Mark Wahlberg. Sans plus tarder, il est temps de passer à la première partie du quiz qui est présentée ce soir par Raphaël. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, I'm on. Anyway, lead on. Allons-y. Juste pour expliquer, Dis-moi. du coup, il y aura le quiz est en 2 temps et donc les points sont conservés par les équipes. Oui, il n'y a que toi, Simon, qui est dans les Moi, deux. je suis dans les deux. Voilà. Il y aura ton équipe à chaque fois, donc, mais tu ne seras pas chef d'équipe. Donc voilà, c'est Margot qui est chef d'équipe, puisque là, les équipes pour ce premier quiz, donc c'est Margot et Simon, et Florent et Jonathan, Florent, chef d'équipe. Alors, je vous explique, on fait les flops là. On fait les flops donc qui sont basés sur des critères totalement subjectifs, mélangés aux moyennes sens critique pour les films que j'ai pas trop vus. Voilà. Attention, musique de film, dans quelle œuvre on entend cette musique Du coup. Ah, les méchants. Ouais. Ouais, Simon, tu l'as eu un peu avant quand même. Bon, bah ça c'était une belle œuvre. C'est vrai, c'est vrai. Un pour l'équipe donc de. Bon, je vais dire l'équipe de Simon parce que c'est marqué l'équipe de Simon. Simon, les autres. C'est vrai, les autres. Les méchants, t'aurais dû mettre. Ouais, les méchants. Attention, qui a dit ? Ce que j'appréhendais dans ce film, c'est comment allait être représenté Nicolas Sarkozy. J'avais peur qu'il soit maltraité. Jean Dujardin. Le film est très spirituel, profond, mais il est aussi très drôle. Même Nicolas Sarkozy. François Hollande. Exactement, François Hollande. Bravo Simon. Donc ça fait 2 pour ton équipe. Donc François Hollande qui donne son avis sur le film de Anne Fontaine, Président. Attention, nouvelle question, critique Allociné. De quel film parle Sébastien R qui nous dit La bande-annonce annonçait que ça allait être une adaptation non fidèle en ajoutant un nouveau personnage, mais bon, de là à ce résultat, le montage est horrible. Les 15 premières minutes où les plans changent en moyenne chaque 4 secondes, sans un seul travelling, les combats horribles. Mortal Kombat. Exactement. Mortal Kombat, tout simplement. Ça fait 3 quand même pour l'équipe de Simon et l'équipe de Florent. Oui, on arrive. Donc Mortal Kombat. Ça a commencé. Oui, exactement. Attention, qui c'est cela ? Serge et Hubert. 77, alerte rouge en Afrique noire. En plus, je dis Michel Alzanvis. Il a eu avant aussi, 4 pour l'équipe de Simon. Attention, 4-0, là, ça pue. Donc, exactement, Serge, interprété par Pierre Ninet et Hubert Bonisseur de la Batte. Attention à vos casques, une réplique, un film. Donc, dans quel film on peut entendre cette réplique ? Attention. Dad, what do you do? Come away. I mean, for a living, what do you do for a living? You know what I do for a living? Petit indice. Flag Day. Exactement. Waouh. Oui. Ça vaut au moins 3 points. J'ai même pas vu le film. Ah non, ça vaut 1 point. Je suis désolé, mais bon. Tout de même, Flag Day donc de Sean Penn qui a fortement été décrié. Attention, résumé raté. Tout a commencé avec une danse qui a mal tourné. Ben va tomber amoureux d'une chanteuse dans une salle de bal. Ben est riche, mais la carrière de son crush. Exactement, tout à fait. House of Gucci. Dès qu'il y a Adam Driver, ça arrive. Hein. Pour l'équipe de Simon. Attention, jeu des synonymes. Si je vous dis énigme sur la Côte d'Azur. Mystère à Saint-Tropez. Ouais, mystère à Saint-Tropez. C'est beau que c'est toi, Jonathan, qui l'ait eu. Ça touche. 2 pour l'équipe de Florent. C'est pour leur équipe, Déborah. Désolé. Hein. C'est dommage. Attention, 2 merci le Québec. Si je vous dis anormal. Hold. Ouais, exactement. Hold, donc 6 pour l'équipe de Simon et 2 donc pour l'équipe de Florent. Deuxième, merci le Québec, le chaos en marche. Chaos Walking. Exactement, Chaos Walking. C'est quoi ça déjà Le film avec Tom Holland. C'est un film de Doug Liman avec Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen et Nick Jonas. Donc c'est un gros film qui a été... Qui devait sortir en ciné et puis il est sorti sur Amazon. Un total flop, visiblement. Qui est très très nul. Doug Liman. Exactement. Attention, on passe à la pas marché. On a 2 points de plus, Déborah. Ouais. Donc il y a 7-2, hein, je rappelle. Pas marché. Toujours dans les films moisis, d'après les critiques. Laquelle de ces suites fait le moins d'entrées en France cette année ? Space Jam Nouvelle Ère,
American Nightmare 5, sans limite, Venom Let There Be Carnage, Spiral, l'héritage de Saw, ou La famille Adams 2, Une virée en enfer. Que des mauvais films d'après les critiques. C'est quoi le premier déjà Space Jam, Nouvelle Ère, American Nightmare 5, Space Jam, sans soit limite. Spiral, je dirais. Spiral. Ouais, Spiral. Bon, vas-y, Spiral. Ouais, on aurait dit pareil, ouais. Pareil. Et bien vous avez tous les deux raison, tout à fait. Spiral qui a seulement fait 77 000 entrées, alors que les autres ont bien dépassé donc En plus, 300 c'était 000 la entrées. reprise des salles et tout, je crois. Ouais, donc, ouais, un film qui s'est un peu viandé. Donc 3 à 8. Pas beaucoup. On passe Connard. au casting 5 étoiles. Si je vous dis Alexia Chiu, Judith Maigre, Et Tuche 4 Jack Nolo, Eric Caravaca, Grégory Gadebois. Tout s'est bien passé ? Exactement, tout s'est bien passé. Donc ça fait 4 à 8, donc le simple double. Tu sais pas si c'était donc de un François flop. Ozon. Bah c'est un mauvais film personnellement, donc Oui, voilà. c'est vrai que t'as dit que c'était subjectif. Alors, on va passer au duel time. Simon, tu as 8 points, mais c'est pas toi qui va répond. faire Je ton suis duel time. désolé. C'est Margot. Tout à fait, c'est Margot. Alors, tu as le choix entre réal ou acteur et actrice. Acteur, actrice. Il y a combien 8-4, c'est ça 8-4, tout à fait. Alors, acteur et actrice, laquelle ou lequel de ces acteurs-actrices n'a pas joué dans un film cette année? Chantal Latsou, Jean-Claude Van Damme, Danny Boone ou Ariel Dombal? Tu joues pour 5 points là, vous avez 8. Je l'ai. C'est facile, ouais. J'hésite entre deux. Allez. Ariel. C'est Elle ta a dit réponse la réponse, elle a dit sa réponse, c'est bon. La 4. Allez, Florent. C'est ça, Réal. je crois. Lequel de ces réals n'a pas fait de film sorti cette année en France? Donc ça marche pour sortir en salle, DVD, VOD, tout ça. S'ils ont moins de. S'ils ont en négatif, ils partiront avec des points négatifs, les autres? Parce que là, il y a 8-4, ils peuvent avoir moins 1. Non, ouais, en fait, ouais, d'après Marie, zéro. qui fait le. Ouais. Sinon, Non, c'est moins 1, cheaté. ça va être. Alors, lequel de ces réals n'a pas fait de film cette année? Attention, Florent, à l'écoute. Danny Boyle, Goro Miyazaki, Patty Jenkins ou James Wan? On est toujours dans les flops, hein, évidemment. Eh ben, c'est. Il y en a deux, je suis sûr. Notre troisième aussi. Je vais dire. Je sais, ouais. Ah ouais, mais attends, j'ai un doute là. Attends. Allez, on est pressé. Attends, tu peux redire? Excuse-moi. Danny Boyle, Goro Miyazaki, Patty Jenkins, James Wan. Bah, je vais dire Danny Boyle du coup. Bien, on commence avec toi et tu as raison, Danny Boyle, donc qui n'a pas sorti de film en 2021, même s'il devait donc à la base réaliser le dernier James Bond. Et on passe à ta réponse, Margot. 9 points, ils ont. 9 points, tout à fait. Déborah, hein. Donc, 9 points, ils ont. ça part pas mal. Eh bien, c'est tout à fait Ariel Dombal. Elle joue dans la série Plan Cœur sur Netflix, mais pas de film. Donc, ouais, pas de film cette année. Donc, franchement, un beau duel time. Yes. Ouais. Donc, vous reprendrez avec 13 points pour l'équipe de Simon et 9 pour les autres, finalement, les autres. Bon bah merci Raph pour ce quiz et merci à vous Margot, Florent, Jonathan d'avoir partagé ce premier moment d'émission en ma compagnie. Juste après c'est notre partie de l'équipe que vous retrouverez en plateau. En attendant marquons une première pause en musique avec un des meilleurs titres de l'année 2021 et comme pour toi Raph c'est hyper subjectif ce que j'ai choisi. Donc What the Hook Gonna Be d'Apollo Brown et Staley. Correct. What the hook gon' be? You can catch me riding round, tank never on E. You never know, that's why I gotta keep the blick on me. Where I'm from, if you move, you gotta ride low key. What the hook gon' be? You can catch me out in traffic playing hide go seek. Shorty hit me with the text, she tryna slide on me. I just think she like the way the diamonds shine on me. When I hit the streets, I bring a whole lot of pressure. Blue collar gang, and they all with the extras. Bentley Beamers and Teslas, I roll with the best of. Super sport, hybrid pack, that's what we twist up. They never compare me to no rappers of this generation. That's because no other rappers have this dedication. While niggas was racing, I was pacing to this takeover. Now the guard in front, nigga, the break's over. Hey, little soldier, y'all ain't ready for war. BCG too strong for y'all, you dig? All these niggas that you love, they all my kids. The sneaker shit, the car shit, yeah, I fathered it. Ain't it funny how they seem to just all forget? Well, let's all admit, I really balled in this. Independent when independence off penmanship.
They study the technique and the swing and they still can't hit. Nigga, I'm really lit. What the hood gon' be? You can catch me riding round, tank never on E. You never know, that's why I gotta keep the blick on me. Where I'm from, if you move, you gotta ride low key. What the hood gon' be? You can catch me out in traffic playing hide go seek. Shorty hit me with the text, she tryna slide on me. I just think she like the way the diamonds shine on me. Stay woke and stay dangerous, that's what's listed. I was on high alert when I was on the missions. Camel cargoes, Grant Hills, pushing 12 pistons. Fish telling out the hood, trying to propel living. Higher up for a higher learning. The dream's big and the vision clear when your mind is turning. The clouds heavy, the car foggy when the J is burning. Niggas hate when you shine, that's what I'm still learning. But I'm still burning. Niggas talk rhyming like I ain't the best out. 2016 JR, I got my chest out. Any doubt that we had, I got them X'd out. And I quietly bubble without chasing clout. Millions after millions, what I'm facing now. And I got it organically, didn't chase it down. Crib with the canopy in the basement now. Now every time they mention style, they gotta mention style. What the hood gon' be? You can catch me riding round, tank never on E. You never know, that's why I gotta keep the blick on me. Where I'm from, if you move, you gotta ride low key. What the hood gon' be? You can catch me out in traffic playing hide go seek. Shorty hit me with the text, she tryna slide on me. I just think she like the way the diamonds shine on me. That's just what it is now. Yeah. What the hook gon' be? Vous êtes toujours dans The Cinema Show sur Radio Campus Montpellier pour notre traditionnel bilan ciné de fin / début d'année. Bon. Comme dit en sommaire dans l'émission, les chroniqueurs se succèdent ce soir et je suis donc heureux d'accueillir une nouvelle équipe pour terminer cet épisode. Samir m'a donc rejoint. Salut Samir. Hey, salut tout le monde. Bon, toi t'étais dans le corner tout à l'heure finalement, donc tu fais du rap là. En face de toi il y a Marine. Il y a Marine. Bonsoir Marine, comment ça va? Très bien. Ouais, Benoît fait également son retour ce soir. Ça va Benoît? Là, bonsoir. T'as passé de bonnes fêtes? Très très bonne. Et enfin, c'est la reine du quiz qui fait son apparition, Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Simon. Ça Bonsoir va tout le monde, ça va très bien. Bon, puisque vous êtes tous chauds, passons tout de suite à notre nouvelle partie Top Flop. Et cette fois-ci, on commence par les pires films, par les flops. La grosse moula, poursuivie par les méchants. Les méchants, les méchants. Mais ça, alors ça c'est plutôt flop ou top? Moi je sais pas. Moi quand j'entends ça c'est plutôt top. Alors qui succédera à notre flop 1 de l'année dernière, à savoir Brutus contre César? Oui, 2020 faisait très mal. Donc réponse après le flop 5 de chaque chroniqueur et chroniqueuse. Je vous ai donné un indice. Non. Amazon Prime Video peut-être. Ouais, Prime Video. C'est le bon indice je pense. Bah tiens, on va commencer, on va faire dans l'autre sens cette fois. Samir, ton flop 5. Voyons. Alors moi en flop 5 j'ai mis en cinquième j'ai mis SOS Fantôme l'héritage. Bon ben voilà, j'en ai déjà parlé dans l'émission. Ouais. Bah ça c'est bourré de fanservice mais sans comprendre ce qui rendait le film original si bon et si mémorable. En quatrième, je sais même plus si c'était sorti sur Netflix ou sur Amazon, mais c'est Comment je suis devenu super-héros. Ouais, voilà, sur Netflix. Voilà le film de super-héros. Bon bah un univers très mal défini, des comédiens qui cabotinent, des effets spéciaux pas ouf, et puis surtout on dirait plus une série policière française qu'un film de super-héros et c'est un peu problématique. Enfin voilà. En troisième, un film que j'ai vu au Cinéma de Caire, donc ça s'écrit K-E-2-R. Il me semble que c'était un film gréco-turc. Dans le flop, exactement. Ouais, non, j'avais pas du tout aimé. En fait, pour moi, c'était vraiment le cliché du film qui s'enfermait dans son hermétisme, dans ses métaphores. Enfin, je veux dire, c'était... Ouais, je comprends. C'est vraiment très lent, très léthargique, et ça se voyait que ça essayait d'être beaucoup de choses, que ça essayait d'être à la fois intriguant, qu'il y avait certains passages qui étaient plus ou moins horrifiques, d'autres qui étaient assez caustiques, mais
Mais le seul problème, c'est que le film était tellement hermétique que finalement, on s'en fout un peu, on se fout un peu de ce qui se passe dans le film, et c'est assez problématique. En deuxième, un film d'Amazon Prime, Haters de Kev Adams. C'est pas de Kev Adams, c'est avec Kev Adams. Attention, respectons l'artiste. C'est Romuald de Boulanger, je crois, qui le réalise. Il me semble, c'est son premier film, il me semble. Non, t'avais dit ça la dernière fois, mais il avait fait aussi Connecté en début d'année sur Amazon Prime. C'est vrai. Bon. On l'a oublié, c'est bon. Tu nous en avais parlé de Haters. Voilà, je n'ai parlé. Bon, c'est nul. Après, c'est l'expérience des visionnages était pas mauvaise, donc c'est ce qui ça me film. Ce qui sauvait un peu le film. Attention, on ne tape pas trop sur la table. Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit en plus. Du coup, il met ses mains derrière. Exactement. Je vais t'arrêter là. Police. Flop 1. Flop 1 là. Bon, voilà, et en flop 1, voilà, le seul, l'unique Last Night in Soho. Oh là là. Là, ça fait polémique. Mais on n'a pas vu les mêmes films, je te le dis. Ma pire expérience cinématographique de l'année. Je veux dire, c'est long, c'est grossier. Le problème avec taper quelqu'un là. Non, il est content, Florent, par contre. Non, mais le gros problème avec le cinéma d'Edgar Wright, c'est que c'est certes un réalisateur de comédie qui est assez subtil quand il s'agit de réaliser des comédies, mais quand il s'agit de réaliser un film d'horreur avec des accents dramatiques, c'est nul, c'est balourd, c'est grossier, la partie horrifique, mais c'est d'une laideur. En fait, c'est vraiment la version cinématographique d'un train fantôme avec les mêmes jumpscares toutes les 5 secondes, et j'ai même pas envie de voir ce qui se passe derrière. Et ça va. Non, mais les mêmes jumpscares. Mais après, en fait, ça aurait juste pu être un mauvais film, mais la fin, c'est vraiment ce qui fait que ça a vraiment été l'une de mes pires expériences de cinéma de cette année. Bon, après, je vais pas spoiler, mais les implications morales de la fin, il y en a plusieurs, parce que le mec, ça se sent qu'il a voulu mettre un twist, mais sans réfléchir à ce que ça voulait dire. Voilà, alors du coup, ça va du moralement douteux au carrément dégueulasse, bref. Bon, vous comprenez pourquoi il est flop 9 général de notre encore plus nul que Baby Driver, je tiens à dire. Oh, c'était bien Baby Driver. Benoît, il est dur quand même. Benoît, c'est gratuit. En flop 5. Le flop 5, moi ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas trop masochiste, donc j'évite les films que je genre déteste. 100% bio, les touches 4. Ça, je sais que ça va. Même Spider-Man. Voilà. Et du coup, mon flop 5, quand même, je vous ai préparé en 5 Tout s'est bien passé de François Ozon. Alors, c'est des films que j'en ai déjà parlé, donc j'ai pas envie d'en reparler. Tu as raison. En 4, Flag Day. Voilà, donc deux films en compétition à Cannes qui étaient vraiment nuls. Voilà. En 3, on commence, vous allez voir le problème, Shadow in the Cloud. Alors je pense sur celui-là je fais un petit peu polémique, mais vraiment moi j'avais pas compris pourquoi vous aviez aimé, alors que je trouve il a été cité une autre fois aussi, je crois. Ah, merci. C'est le film avec Chloé Grace En deuxième, en deuxième, Un prince à New York 2. Et en premier, Vanguard, que j'ai pas les mots. Voilà, donc vous voyez, le top 3, c'est Amazon Prime Video, donc s'il vous plaît, faites des films en salle, voilà, donc et franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire de plus. Je suis sûr, c'est hyper bien. Ouais, tu l'as mis dans ton top. Parce que c'est vraiment si nul que ça le film. Ah oui, non, mais en fait, c'est même des cinématiques de jeux vidéo qui bug. Ouais. Oui, non, mais vraiment, même Battlefield, je suis sûr, tu prends plus de kiff face à Vanguard. Mais non, mais vraiment. Et le problème, c'est que moi, j'ai vraiment un top 6 où vraiment c'est des films que j'ai pas aimé. Par exemple, le 6ème, c'était Les Méchants, mais tout le reste, après, c'était des films que j'ai pas forcément que j'ai pas aimé, mais que je pouvais pas dire c'est des films de merde. On te l'a pas demandé, Benoît, donc voilà. Non, parce qu'il a dit, il a cité Les Méchants, donc j'ai pas aimé. Oui, Marie, ton flop 5. Moi, j'ai fait très succinct cette année, beaucoup plus succinct que l'année dernière. C'est parfait. Top, je t'aime bien. Merci. Flop 5. Et Arnaud aussi, t'aimes bien. Alors, mon flop 5, Vanguard, effectivement, parce que Jackie Chan n'est vraiment pas en forme. Le 4, L'étreinte, parce que je me suis rarement autant ennuyée au cinémed, c'est pour dire. En 3, j'ai mis Zone Hostile, parce que j'en ai marre de Anthony Mackie et de son charisme inexistant. En 2, j'ai mis Benedetta, parce que je préférais brûler en enfer plutôt que de revoir ce film. Et en premier, évidemment, j'ai mis
100% bio, parce que je comprends même pas qu'on ait pu donner de l'argent pour faire un film comme ça. Bon, et en plus, quand on dit donner de l'argent, vu que c'est France 3, Oui, vraiment, voilà, le vous service avez public, donné hein, de tout ça, l'argent. voilà. Nous tous, on a donné de l'argent. bio. Voilà. C'est peut-être le flop finalement. On voit où va nos impôts. On va Marine. mettre un peu de blanchiment d'argent dans l'histoire. Marine, ton flop. Bon, moi ça va être très rapide parce que si, il y en a pas mal que j'ai démonté ici. Donc, on va dire en 5 Candyman. Que voilà, bon, franchement, je m'attendais plein à de fois beaucoup dans les mieux. flops et je comprends pas, mais bon. Tu comprends pas? Ouais. Moi, je comprends. Alors, en top 4, j'ai mis Wendy. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais. J'ai pas vu, mais Je suis d'accord avec toi. Merci Benoît de me soutenir. En top 3, j'ai mis Le Genou d'Aed, que j'ai vu au Festival de Cannes, et je m'attendais à totalement autre chose. Florent est dans son top, hein, Le Genou C'est d'Aed. vrai. Je suis désolée Florent, mais moi j'ai pas aimé du tout. Il est mauvaise. En top, qu'est-ce En que flop, j'ai mis en flop 2. Pardon, en flop 2, j'ai mis SOS Fantôme. Parce que c'était l'opus de trop, Non, mais je ils suis sont durs. désolée. Franchement, j'ai vu tellement de films pires que ça. tellement. Mais Non, mais je ne jugerai pas, bon, c'est pas ma cam, on va dire, voilà. Je te Et soutiens. mon flop numéro 1, je pense que c'est pas une surprise parce que je l'ai bien démonté ici, c'est Cry Macho, évidemment. Et voilà, je préférerais mourir plutôt que de le revoir. Brûler en enfer aussi. Exactement. Voilà. Très bien. Bon, alors on va faire le flop 5 de l'équipe en général. Maintenant, on rentre dans les meilleurs ou dans le pire. J'ai mis un indice avec la musique qui a fait office de transition. En 5e, c'est Les Méchants de Mouloud Achour et Dominique Yes. Baumard. Eh Ça ben, me j'ai fait hâte de mal, voir. ça me fait mal de le dire. 4e, 100% bio de Fabien Antoniente. Seulement 4e? Non, mais j'y crois pas. Et oui, puisque On l'a pas en Ouais, c'est en ça. 3e place, Oh mon dieu, mais la tagline. ça donne envie. Alors la tagline, tu peux la lire. Quand un charcutier découvre que son gendre est 3 petits points. vegan. Attention. 3e, Eiffel de Martin Bourboulon. C'était quand même vachement mauvais ça. C'est vrai. Là, vous êtes vraiment dans le top de The Cinema Show, je vous le rappelle. Hein. C'est le meilleur Deuxième, Toujours mal l'émission, ça. Vanguard de Stanley Tong avec J'ai Jackie eu des clients Chan. en premier. Mais non, c'est un nanar. C'est Ouais. pas un mauvais film. Putain, l'affiche est Et particulière. premier, c'est Tout s'est bien passé de François Ozon. Ah là, Eh oui, ouais. aïe, aïe, aïe. Et ouais, c'est François Ozon. Ils sont Tout le monde est content. Et ben, je crois que vous n'êtes pas les seuls parce qu'on m'annonce dans l'oreillette que François Ozon et son équipe fêtent en déjà ligne. la première place. On va voir ça tout de suite. Ils fêtent. Ah oui, ils sont heureux. Ah. Ouais, ils sont déjà félicités. Tout le monde applaudit pour cette première place dans le flop de 2021. Sophie Marceau est très heureuse. Ah Bon. ouais, elle est rayonnante. Voilà, là. ils sont contents en tout cas, on les Aussi, sent heureux on a été de méchants. cette victoire. On en a terminé avec les mauvais films, passons maintenant au meilleur, à la crème de la crème de 2021 et vous commencez à le savoir avant de découvrir le film qui succédera à Soul. On parle à la découverte du top 5 top 5. Oh là, faut que je m'arrête. Hein. Tiens, parle Samir, top 5. Voilà. Hein, comme il n'y a pas de transition, je suis perdu. D'abord top 5 de chaque chroniqueur et après on fait le top général. Yes, alors moi en Rapidement, 5 toujours, j'ai hein. mis... on va essayer, alors moi j'ai mis Drive My Car. Bon bah ce sont 2 excellentes premières heures avec une 3e heure que j'ai trouvé un peu poussive et qui partait un peu dans la psychanalyse de comptoir à mon sens en fait. Mais ça arrive quand même à être On top dirait un 5 flop. donc ouais. Ouais, non, mais en fait les 2 premières heures sont vraiment excellentes et la 3e est pas mauvaise non plus, je veux dire en soi c'est ce que dit le film est intéressant, mais enfin sur ses personnages est intéressant, mais c'est plus la manière dont c'est dit, c'est tout. En quatrième j'ai mis France de Bruno Dumont. Alors après moi je suis un gros fan de Bruno Dumont. C'est pas une insulte, hein, ça va. Oui. Ouais. Non mais ouais. Et voilà, alors après bon, si je devais parler de ce film, ça prendrait 1 heure, donc on va faire court. Voilà, France c'est très bien. Après c'est peut-être pas le Bruno Dumont le plus accessible, vu que c'est... Ah, je comprends pourquoi ça mettrait 1 heure Ouais, s'il y a des pauses ouais, comme ça. donc voilà, c'est bon. Alors bref, top 3, Pingouin et Goéland et leurs 500 petits. Bon, bah, j'en ai déjà parlé dans une émission du Cinéma Show. J'ai vraiment énormément aimé le film, c'est très touchant. J'ai aimé le fait que Michel Leclerc parvienne à faire un film très personnel, mais sans toutefois tirer toute la couverture sur lui. C'est vraiment très sympa et j'ai bien aimé la réflexion à la fin sur le droit à l'oubli qui s'oppose au devoir de mémoire. Enfin bref, c'est une réflexion assez intéressante et je m'attendais pas forcément à la trouver dans un documentaire avec ce sujet-là. En 2e, les Olympiades de Jacques Audiard. Bon voilà, pareil, j'avais déjà parlé
J'en avais déjà parlé dans le cinéma show, un film très beau, très juste, alors que je partais pas vraiment conquis à l'origine. Et en premier, un film qui vient de sortir au cinéma, donc voilà, et qui se glisse en première place de mon top. Alors c'est The Card Counter de Paul Schrader. De Paul Schrader, voilà. Un réalisateur que j'apprécie énormément en tant que scénariste et beaucoup en tant que réalisateur, même si sa carrière est très inégale. Alors ce sont des films très réussis dans les années 70-80, ensuite une carrière dans les années 2000 où il y a des hauts et des bas, beaucoup de bas, mais depuis First Reform, qui était sorti en 2019 et qui était déjà mon film préféré de 2019, j'ai vraiment l'impression qu'il a atteint un second souffle. Enfin bref, voilà, c'est excellent film. Je vais éviter de trop en dire, surtout que le film vient de sortir au cinéma. En salle, donc vous pourrez aller le voir. Voilà, donc vraiment, je vous encourage énormément à aller le voir. Et d'ailleurs, The Card Counter a été désigné comme meilleur film de l'année par Paul Schrader lui-même. Ah bah, est-ce que c'est étonnant venant de Paul Schrader? Voilà. Je Benoît. conseille le Facebook de Paul Schrader aussi, c'est incroyable. Benoît, ton top 5. Évidemment, en 5ème place, j'ai mis Memoria, dont on n'a pas parlé. Mais pour moi, c'est vraiment. Sinon, un le film, réalisateur, quand même. Apichatpong Weerasethakul. Voilà. Ouais, j'ai bossé. Ça va. Alors pour moi, c'est un très très grand film dans la manière dont il pose la question du son qui est assez essentielle, et aussi la question de l'étranger. Et en fait, c'est un film qui est assez incroyable parce qu'on sait vraiment pas où ça va, et pendant tout le film, on est surpris et on glisse vers le fantastique, vers la science-fiction, et je trouve que c'était assez fou et inattendu, et c'était mon premier du réalisateur, donc voilà, Memoria pour moi c'était génial. En 4ème, Teddy, j'en ai déjà parlé 1 milliard de fois ici, mais voilà, juste un film de loup-garou français, juste excellent et très drôle. En 3ème, Drive My Car, où par contre moi je trouve que tout est à sauver dans Drive My Car. Voilà, 3 heures exceptionnelles. J'ai fait une chronique dessus sur les films de 3 heures, donc n'hésitez pas à aller la réécouter. Je suis corporate. En 2ème, Onoda, dans la même chronique sur les films de 3 heures. Et en premier, j'ai raté l'émission, mais The Father, que pour moi c'était le film qui m'a le plus touché cette année, un film que voilà, vraiment vraiment touchant, qui m'a fait chialer. C'est le film qui m'a fait le plus chialer cette année, et c'est un très très bon exemple d'un très bon cinéma classique, d'une écriture au cordeau, d'un truc qui est maîtrisé de A à Z, mais qui arrive tout de même si c'est très cadré, à procurer des émotions. Et ça, c'est dû beaucoup à la direction de Anthony Hopkins, que je trouve juste incroyable. Et rien que I am not leaving my flat, voilà, une des meilleures répliques de l'année pour moi. Voilà. Très bien, Benoît. Marie, ton top 5. Mon top 5, c'est La Panthère des Neiges, parce que c'est tout simplement magnifique, il y a plein d'animaux qui sont trop choux. Et il y a Vincent Munier dans ce film qui est vosgien. Et évidemment, la patrie forever, la patrie avant tout. Ça faisait longtemps que c'est vous mon n'avez top pas 5. sorti. En top 4, j'ai Les Sorcières d'Akelar, parce que ça a été un véritable choc cinéphile, j'avais jamais vu ça auparavant. Top 3, Promising Young Woman, parce que c'est des plans magnifiquement millimétrés, des couleurs flamboyantes, et Carey Mulligan a un charisme incroyable. En 2, Dune, pour changer. Parce que j'adore la science-fiction, j'adore les plans monumentaux de Villeneuve, j'adore Zendaya, j'adore la musique d'Hans Zimmer, j'aime tout dans ce film. Et mon top 1, évidemment, qui ne l'avait pas deviné, Petite Maman, parce que Céline, parce que elle touche mon cœur à chaque fois. Non, elle ça met c'était Aline, du coup. Merde, putain. C'est Intiama, évidemment, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Et parce que ça a fait naître une belle nostalgie de souvenirs d'enfance, et j'ai adoré. Je crois qu'il y a une autre fan de Petite Maman à côté de toi avec Marine. Alors ton top bonjour. 5, Marine. Mon top 5, écoute, ça commence par Boîte Noire en numéro 5, que j'ai adoré. C'est un thriller français qui vraiment m'a surpris. Hein. C'est vrai, et ben, j'en suis très heureuse. En top 4, on reste un peu dans l'horreur. La Nuée de Just Filippo, si je ne me trompe pas. Okay. Ça aurait pu être dans mes flops. Ça aurait pu être dans mes flops. Ouais. Ah non, moi j'ai trouvé que... Je l'ai mis dans le top pour tout soutenir. Merci, voilà. En top 3, alors là, ça va faire débat, mais j'ai mis Titane.
en top 3. Il a été cité beaucoup dans les tops et beaucoup dans les flops. Alors je vais mettre un terme au suspense direct, il est pas dans le top 10 mais il était 11e. Voilà. Et ça s'est joué à 1 point avec la voix d'Aïda. Ça se comprend. En top 2, du coup, je rejoins Marie et j'ai mis Petite Maman, qui touche mon cœur aussi et que j'ai adoré et qui m'a beaucoup parlé et qui est resté dans ma tête pendant un moment. Et mon top 1, qui pour moi est l'expérience cinéma qui m'a le plus marqué cette année, c'est Sound of Metal, qui m'a tout simplement transporté. Juste, j'ai versé ma larme, évidemment, et vraiment l'expérience sonore, juste pour ça, allez le voir. Très bien, merci Marine pour ton top. Je vais faire le mien cette fois-ci. 5e, Sans un bruit d'eau de John Krasinski, parce que The Last of Us en film c'est cool. 4e, La voix d'Aïda de Jasmila Azbanic, parce que j'ai rarement vu un film dont la mise en scène était autant maîtrisée cette année. 3e, ça va faire chier tout le monde, Les Éternels de Chloé Zhao. Parce que l'écriture des personnages était vraiment top, je trouve, pour un blockbuster Marvel. Et juste, j'ai été pris. Moi, c'est un univers que j'aime beaucoup, donc 3e. 2e, Sound of Metal de Darius Marder, parce que du son à l'image en passant par les comédiens, le film il imprime la rétine et l'oreille du coup. Et premier, One Night in Miami de Regina King, parce que rien qu'en repensant au quatuor à cette nuit à Miami, j'en ai des frissons. Et comme quoi, Amazon Prime, parfois ils font des bons films. Et One Night in Miami, et voilà, Benoît énorme. Aussi. D'ailleurs, je me rends compte en m'attendant top que j'ai vu Sound of Metal, mais j'ai oublié de le foutre dedans. Peut-être qu'il aurait été plus haut dans notre classement, parce que je spoil, il est dans le top 5. Mais il n'est pas 5e, puisqu'en 5e place on retrouve Nomadland de Chloé Zhao. Mais si, oh là. Dur Benoît, dur. En 4e on retrouve Sound of Metal de Darius Marder. Je l'aurais mis 10e après, donc je sais pas si ça. Non, ça aurait pas fait forcément remonter plus. Non, il aurait pas été 3e. Puisqu'il y a trop d'écart avec le 3e. Le 3e, Les Olympiades de Jacques Audiard. Ouais. Ah, c'est cool. En 3e place. Après, mais j'aurais mis dans le top. Alors, les deux premiers, ils ont été clairement beaucoup plus plébiscités que les autres. Je vous dis, il y a un système de points hyper complexe et tout. Et les deux premiers sont à plus de 600 points, alors que le 3e est à 400 points, les Olympiades. Ah oui, d'accord. Okay. Deuxième de ce classement, Dune de Denis Villeneuve. Bien sûr. Avec 618 points. Et la première place, on va la découvrir en image et en audio. C'est parti pour le top 1. Ding dong. Yes, Dad, I'd like you to meet Laura. How do you do, sir? I explained to you that Laura was going to come by today so that you two could meet. Hello. Hello. I say you're gorgeous. Thank you. But haven't we met before? No, I don't think so. Are you sure? I have a distinct impression that I've seen you before. So, Laura has come round to meet us so that she can get an idea of how you live and to what extent she might be able to help you. I know, dear, I know that. You've already told me 100 times. My daughter has a tendency to repeat herself. But you know what it's like, it's an age thing. The Father de Florian Zeller, qui est top 1 de l'année. Voilà. Bon, on a un beau top, je trouve. Quand même. Non, on a un top un top 10 qui a de la gueule, comme je disais avant l'émission. Et Promising Young Woman, il est combien d'ailleurs? Mais t'avais qu'à écouter l'émission, il est 6ème. Il y avait même un extrait. On pouvait pas le rater. Qu'est-ce que dans l'ensemble vous pensez de cette année ciné? Je vous pose la même question que les autres. C'était une très très bonne année. Et franchement, surtout chez Amazon. Surtout chez Amazon. Et justement, j'ai eu du mal à faire un flop, mais merci Amazon d'avoir été là. J'ai pas eu du mal du tout. Mais après j'ai vu 100 films cette année, donc c'était la première fois que j'en voyais autant. Et j'ai été très rarement déçu. Oui, merci The Cinema Show pour le flop. Mais quel connard. Il est terrible. Ça tire à balles réelles. Mais vraiment, à sa place, il y avait Florent qui était hyper corporate juste avant, et là on refile Benoît qui a craché dans la soupe. Non, mais beaucoup de chefs-d'œuvre par contre, je trouve. Tu voulais dire un mot rapidement, Samir? En fait, j'ai l'impression que tout le monde a trouvé cette année très bonne, mais moi je l'ai trouvé. Non, pas Jonathan. Jonathan, voilà. Jonathan, non. Bon, je sais pas s'il est derrière, mais on est ensemble. J'ai pas trouvé cette année incroyable. En vrai, le top, j'ai vraiment eu du mal à le faire. Après, si t'oublies des films que t'as vus. Certes, mais j'ai juste oublié celui-là. Et à partir du 10, en vrai, ce sont des films que j'ai un peu mis par défaut. Genre, ils sont pas de mauvais films, mais des films qui sont juste sympas. Par exemple, il
il y a House of Gucci, même si j'ai cru comprendre que le film n'était pas très aimé ici. Il y a aussi Loup-garou, mais bon, ça c'était un film qui était sorti. Il m'arnaque là, il est en train de citer les autres films. Il fait son top 15. Il fait son top 15. Non, mais juste, c'est pas. Ok. Voilà, quoi, mais après, ça dépend le nombre de films que t'as vu aussi. Je demande des top 15 et flop 15, c'est le maximum que vous puissiez mettre et que vous avez envie de mettre, bien sûr que je demande. Moi, le flop 15 et le top 15, je le sors facile parce que voilà, j'ai vu 135 films. Hein. Ouais, j'ai dû en voir une trentaine. Je suis sûr que Jonathan, il en a vu beaucoup plus, peut-être. C'est clair. Comme pour l'autre partie de l'équipe, je vous ai chacune demandé un événement ciné qui vous a le plus marqué. On va commencer par toi, Marine. Quel était-ce ? Vas-y, explique-nous. Il y a une petite anecdote. Ok, il y a une toute petite anecdote. C'était bien sûr au Festival de Cannes. C'était mon dernier soir au Festival de Cannes et mon pass n'était plus valide et donc je ne pouvais plus rentrer dans le palais ou quelconque salle. Et je me suis retrouvée au cinéma de la plage. Et en fait, je me suis retrouvée tout simplement au milieu du concert de Tony Gatliff et je sais plus comment il s'appelle. Bref, un des chanteurs, un des gars des Gypsy Kings. Voilà, un des gars des Gypsy Kings. Il y avait plein de guitaristes et il y avait une danseuse de flamenco. Tout le monde dansait sur la plage et je me suis retrouvée là. Et finalement, je suis restée. J'ai dansé avec plein d'inconnus et c'était absolument génial. Un des gars des Gypsy Kings qui n'est pas Chico. Parce que sinon, on l'aurait cité plus facilement. Non, mais vraiment belle expérience. Et comme pour Margot et Marine, c'est le Festival de Cannes aussi que tu as retenu, Benoît. Ouais, moi aussi. Après, il y a eu pas mal d'événements. Cinémed aussi, j'ai beaucoup aimé. La réouverture aussi des salles en mai avec Falling, The Father. Voilà, c'est pas mal de choses cette année. Marie, toi. Qu'est-ce que c'est ? Et moi, ce qui m'a marqué, c'est les grosses récompenses qui ont été attribuées à des femmes cette année. Beaucoup de femmes récompensées dans les grosses cérémonies, notamment Chloé Zhao, Julia Ducournau et Audrey Diwan aussi. Audrey Diwan. Et je trouve que ça avance très bien dans ce sens et j'en suis très heureuse. Voilà. Juste, j'ai rattrapé l'événement. Je trouve que c'est génial. Voilà. Je l'aurais mis dans le top. Ah ouais, tu l'aurais mis dans le top. Ouais. Samir. Toi, alors, vas-y. Alors moi ça va être rapide en fait. L'événement qui m'a le plus marqué cette année, c'est parce que moi je suis pas mal l'actu et les petites guéguerres entre Martin Scorsese et la communauté des fans de Marvel avec les propos de Tom Holland, tout ça. Après je vais pas forcément revenir sur tout ça en détail, mais par contre, un truc qui m'a vraiment marqué dernièrement, c'est l'énorme forcing de Kevin Feige pour qu'au moins un film Marvel reçoive un Oscar en 2022, mais ça attend. Il avait déjà essayé avec Black Panther, il avait déjà essayé Endgame aussi. Et Endgame, ouais, mais en fait là, ça prend une tournure vraiment drôle parce que j'ai l'impression qu'il tenait vraiment gagner un Oscar en 2022. Qu'il avait mis tous ses espoirs sur les Éternels que pas grand monde a aimé. Alors du coup il est en mode oula, il me reste Spider-Man, allez hop, c'est Spider-Man qui doit gagner l'Oscar et j'en profite pour dire, soit dit en passant, que si des blockbusters ne gagnent pas d'Oscar, bon voilà, c'est une déclaration débile, c'est parce que ce sont des blockbusters, voilà. Mais non, mais en fait c'est un peu je peux pas m'empêcher de trouver ça un peu pathétique en fait. Ça va le faire chier si c'est Dune qui gagne. ouais, c'est un blockbuster. Non mais ouais, mais en fait ça me fait un peu penser à un daron qui entraîne son fils aîné pour qu'il devienne footballeur pro, mais le fils aîné il se fait les ligaments croisés et il y arrive pas. Et lui reste un autre fils mais qui n'a qu'une jambe et il est en mode bon vas-y reste que toi. Allez, c'est notre fils, c'est Spider-Man. Très belle métaphore. Ok. Moi je vous ai pas dit mon événement. C'est vrai. Et il est en lien avec le toit. Le tien. Parce que moi c'est alors même si pourtant on l'a un peu défoncé tout ça, c'est les ambiances de malades qu'il y avait dans les salles de cinéma pour Spider-Man No Way Home. Je trouve que quand même en allant dans les premières séances, t'avais des ambiances de fou, les gens qui étaient déguisés, tout ça, et je trouve que ça prouve encore que le cinéma peut provoquer de l'euphorie collective. D'ailleurs je vous ai pris un petit extrait pour voir ça. Ouais. Ça c'était du coup à l'avant-première au Grand Rex. Donc c'est une ambiance de stade en fait. Le Dieu est pitié de notre âme. Il faut aussi des films comme ça. Ouais. C'est fédérateur. Benoît, je vais mettre 5 étoiles à côté sur Allociné. Benoît, Spider-Man No Way Home, 5 étoiles. Je l'ai même pas vu. Et il dira il faut des films comme ça. Il faut rapporter du blé.
Rapidement, T'as changé, Benoît. vos attentes pour 2022, là, qui arrive. Ok, alors absolument toutes les attentes de Jonathan, du coup voilà c'est très bien, j'ai pas besoin de les reciter. Bon, c'est bien. Et je rajouterai, bon c'est une série, je rajouterai Tokyo Vice parce que c'est Michael Mann qui réalise le pilot et c'est Michael Mann qui est le producteur exécutif. Le pilot, voilà. Voilà, okay. Et ça fait un peu chier que ce soit Ansel Elgort en premier rôle, mais bon vas-y c'est pas grave. Moi je rejoins aussi Jonathan. Jonathan. Pilot, c'est Jonathan. Je rajouterai After Blue Paradisal, Red Rocket, Les Vedettes, Nitran, etc. Pas mal de choses. Les Vedettes, le film du Palmacho, donc le 16 février 2022, c'est aussi, très proche. Un documentaire de Jean-Baptiste Toré sur Simon. Ouais. Qui a l'air aussi pas mal. Est-ce qu'il va encore parler du nouvel Hollywood cette fois? Les paris sont ouverts. Marie? Moi je vais en citer qu'un, c'est La vie extraordinaire de Louis Wayne, avec Benedict Cumberbatch évidemment, qui joue un peintre qui peint des chats parce qu'il est fan de chats. Je pense que c'est un film pour moi. C'est pour toi, ouais, c'est. Mais je crois qu'il est sorti, ou il sort cette semaine en tout cas. Enfin, mon attente va être comblée très très vite. Alors, mais il sort où? Sur Amazon Prime. Non, une plateforme, mais laquelle je ne sais plus du tout. Mais voilà. Et toi Marine Moi un peu tout, mais c'est vrai que Nightmare Alley de Guillermo del Toro, pourquoi donc pas. Ça le 19 janvier. Voilà. Et personne pour Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Non. Oui, juste j'aimerais proposer une trêve à Margot parce que comme elle j'attends le film de Jordan Peele aussi. Ouais bah oui. Disappointment Boulevard aussi d'Ari Aster qui normalement est prévu pour cette année, et moi j'attends aussi beaucoup Mission Impossible 7 s'il sort cette année. Bon, Top Gun un peu moins, mais voilà, parce que je suis un grand fan de Tom Cruise. J'ai parlé de Mark Wahlberg là au début, là je parle de Tom Cruise, voilà, comme ça bouclé. Et Spider-Man aussi, le multiverse là, l'animation, il y a la suite qui sortira le 12 octobre, voilà, normalement, si tout se passe bien. Sans plus tarder, il est temps de passer à la dernière partie du quiz de ce Cinéma Show. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure, que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, hi, Mark. Anyway, lead on. Allons-y. Alors, on en reprend où? On reprend où? 13 à 9. vous a fait une partie sur les flops. Et bien moi, je vais vous faire une partie sur les tops 2021, évidemment. Bon, moi, je me suis basée uniquement sur le top Sens Critique, le top 100 Sens Critique des meilleurs films 2021. Je le connais pas. Donc, en tous les cas, c'est pas ma faute. Voilà, je préfère vous le dire. Ouais, donc, on reprend. Simon, tu seras avec Marine. Vous êtes à 13. Vous reprenez les points d'avant. Samir et Benoît, vous reprenez les points de l'équipe des autres. Et vous êtes à 9. Samir, tu seras chef d'équipe. Bah, 9 en vrai, ça va. Et Simon, tu seras chef d'équipe cette fois-ci. Tu finis en chef d'équipe. C'est pas Marine? Si tu veux que ce soit Marine, tu peux laisser Marine. Marine, tu vas être chef d'équipe. Avec plaisir. Bon, on va très bien, sera Marine. Alors, on va commencer par une question pour moi. Une question qui est un peu sur 2022 en fait, mais j'ai un peu triché. Question d'actu. Une erreur s'est glissée dans le documentaire Harry Potter, Retour à Poudlard. À votre avis, quelle est-elle? 3 propositions. Vas-y, c'est pour toi. Emma Watson a été confondue avec une autre actrice. Daniel Radcliffe a été victime d'une erreur de traduction française. Ou Rupert Grint a été coupé en pleine anecdote. Tu l'as ou moi je l'ai? Pas du tout. Moi je l'ai. Je l'ai pas. Il va falloir dire quelque chose. Tu peux répéter. Emma Watson a été confondue avec une autre actrice. Daniel Radcliffe a été victime d'une erreur de traduction française. Et Rupert Grint a été coupé en pleine anecdote. Quelle erreur s'est glissée dans le documentaire Retour à Poudlard? Je vous le demande. La première, je pense. Ouais. Elle a été confondue avec Emma Roberts. Absolument. Dans des images d'archives Instagram, vous pouvez le voir sur l'écran. Voilà, mais apparemment ils l'ont corrigé très vite. Ils ont déjà corrigé, il y avait une autre erreur avec les jumeaux. Ils avaient inversé les noms en fait, tu sais, ils mettent les noms et ils inversaient les deux jumeaux. Ça j'ai pas vu, et bah écoute, voilà. 14 à 10. On arrive à la critique. Moi j'ai pas fait la critique Allociné, j'ai fait évidemment la critique Sens Critique. Ah bah ouais. Donc je vais vous lire une critique, vous allez devoir retrouver de quel film on parle. J'espère que c'est une critique de Jonathan, tellement il est mis en avant sur Sens Critique. C'est pas une critique de Jonathan, désolé Jonathan. Je commence. Magnifique navet gorgé de glyphosate. Dune? Oui. Oh putain. Bon, il a juste attendu. Absolument. En fait, c'est une critique. C'est la pire critique que j'ai trouvée du top 1 Sens Critique de cette année, à savoir Dune. Et c'est qui l'auteur? Enfin, le nom je ne sais pas. Je n'ai pas pris l'auteur, mais en tout cas, il était très 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 en colère contre le film. Voilà, je préfère le dire. Vous passez à 11, l'équipe des autres. Bien joué. On arrive à Qui c'est cela? Si je vous dis les personnages Jean Gab et Manu. Ah si, c'est chier ça. Dans le top? Je répète, c'est un film du top 100. L'origine du monde? Non. Jean Gab et Manu? Jean Gab et Manu, la ouais. pièce rapportée? Non. À l'abordage? Non.
Je vous donne un indice, c'est français, évidemment. Ouais. C'est pas la pièce rapportée, non? Et non, toujours pas. putain, mais Et c'est un duo. Un duo. C'est joué par un duo. Jean-Gab et Manu. Ah oui, Mandibule. Absolument. C'est Raph qui m'a donné la réponse. Je sais pas si. T'es sérieux, Ouais, Raph? Non, il m'a fait ça. Il m'a fait le signe ouais. de Mandibule. Je compte pas le point, je suis désolée, Raph, t'abuses. Taureau, allez, Taureau. Non, oui, bah c'était Mandibule, effectivement. Il est à la 27ème place du J'avais top, oublié ce tout film. simplement. Moi aussi. Il a plus été cité dans les flops chez nous, hein, je vous le dis. Clairement. On arrive à une réplique, un film. Tout simplement, dans quel film peut-on entendre cette réplique? Seriously, man. I'm just being honest. I think the bunny suit is just a little much. Excuse me? Free Guy. Absolument. Free Guy, tout à fait, qui est le numéro 70 du top 100. Ah oui, t'es allé loin dans les tops. Ah oui, parce que sinon c'est trop évident, les films trop évidents, effectivement. Ouais. Vous passez à 15. On arrive au jeu des synonymes, donc j'ai remplacé tous les mots par des synonymes, je le répète, vous devez trouver le titre original. Si je vous dis docteur après le coucher du soleil. Docteur Médecin de nuit. Oui, médecin de nuit, absolument. Attends, il y a un titre. C'est parce qu'elle a mis dans son flop, sinon tout le monde l'a oublié. C'est la place 73 du top. Aussi, hein. Ouais. Vous passez à 16. Bah bravo, Marie. On passe à Merci le Québec. Si je vous dis un coin tranquille, deuxième partie. Sans un place de. Ah, je l'ai dit. Alors là, j'avoue que je n'ai pas entendu, mais je vous crois. Premier. Tout à fait, c'est Sans un bruit 2. J'aime bien Samia lui dit non, mais vous êtes dans la même équipe, les gars. Oui, faut pas. Vous êtes ensemble, hein. Ouais. Mais j'ai dit le titre français, moi, monsieur. Sans un bruit 2, oui, qui est donc Sans la un place 46 du top. On arrive aux films qui baisent ensemble. Je rappelle, ce sont des films du top 100 sans critique. C'est dur à dire. Trop dur. Je commence. Nos héros sont à moitié humain-humaine, moitié Les animal. éternels. C'est le film qui baise ensemble, Simon, je le répète. Ah ouais, pas le putain. résumé raté, hein. Il faut faire un titre avec 2 titres. Attends, il faut autre chose. Nos héros sont à moitié humaine, moitié animal. Leur vie est menacée à cause de ce secret et ils vont bien sûr tout faire pour le cacher. S'il y en a un qui doit éviter l'eau à tout prix, l'autre doit surtout éviter de dormir, sous peine de réveiller la louve qui est en elle. Heureusement qu'il et elle sont accompagnés d'amis qui leur ressemblent et les aident à traverser tout ça. De l'Isalie à l'Irlande, vous pouvez en croiser pas mal, des hybrides, surtout dans les films d'animation, faites attention. Moi je l'ai pas. Ouais, non, j'en ai un, j'ai l'un des deux, Ouais. mais j'ai pas l'autre. Putain. Moi j'en ai Du coup, un c'est sûr chiant. aussi, mais. Parce qu'il a dit les éternels. Il n'y a pas les éternels dans le lot. déjà. Non, mais non, mais c'est pas lui que je j'ai. peux redire le début juste parce que j'en Nos ai héros un. sont à moitié humain-humaine, Ouais. à moitié animal. Ouais. Leur vie est menacée à cause de ce secret. Et ils vont bien sûr tout faire pour le cacher. Ouais. S'il y en a un qui doit éviter l'eau, à tout prix, l'autre doit surtout éviter de dormir sous peine de réveiller la louve qui est en elle. Heureusement l'animal, qu'il et là. elle sont... Comment? Le peuple animal ou? Alors t'en as un qui est bon. Non, mais le peuple- non, mais non, oui, le c'est le peuple peuple animal. loup et le deuxième, je sais pas. Ah, le peuple Et bah loup, le c'est deuxième c'est celui qui doit éviter l'eau à tout prix. Mais ça c'était quoi déjà? Qui Ça me doit dit éviter l'eau trop quelque chose. Ah bah oui, hein, ça se passe en Gremlins, Italie. Non, mais. Cette mozzarella à tout bout de champ. Hein Et c'est Disney. Ah oui, le peuple Luca. Le peuple Luca, absolument. Je l'ai pas vu. Luca était sorti, merde. Le peuple loup qui était numéro 29 et Luca qui était 31. Mais ils ont sorti un film cette année, Disney d'ailleurs. Beaucoup. Vous passez à 17, l'équipe de Marine, et vous êtes à 12, l'équipe de Samir. On arrive au pas tourné. Question à proposition. Lequel de ces acteurs ou laquelle de ces actrices ne sont pas présentes dans le top 10 des meilleurs films de 2021 de Sens Critique? Attention, top 10. Adam Driver, Frances McDormand, Tilda Swinton, Olivia Colman ou Vincent Lindon. Parmi ces personnes, laquelle n'est pas présente dans le top 10 du top des meilleurs films 2021 de Sens Critique? Je crois pas. Toi, t'as une idée? Moi, j'hésite entre deux. Je les répète, Adam Driver, Frances McDormand, Tilda Swinton, pense à Olivia qui Colman et Vincent Lindon. Non, elle y est. Tilda Swinton, moi j'aurais dû. Parce qu'en fait, elle a fait French Dispatch, je suis pas sûr qu'il soit dans le top 10. Ah ouais, non, Tu t'as vois peut-être raison. Et je crois que Titan, il est dans le top 10. Oui, ça Ah, tu oui, m'as je vu crois. Ouais. Bon, on dit ça alors. Tilda Swinton. Très bien. Parce que les autres, je sais, je suis. Oui, les deux premiers. D'accord. Ouais. Et chez vous alors? Et l'autre, elle est Je suis dans pas le sûr, je Fader. suis pas sûr. Mais. Alors, Ouais. alors les Srab. Moi je te juge. Je te juge. Moi je te juge. Ouais, Moi je te juge. Bah non, mais en fait. Allez, donnez une réponse. On a déjà dépassé Titan, l'heure. bon allez, Titan. Voilà. Quoi? Non. Vincent Lindon, du coup, tu dis. Ouais, Vincent Lindon, je pense. Non. Je pense qu'il Bon. est pas dans le top 10. Mais Bon, c'est d'accord, c'est C'est qui le chef d'équipe déjà? C'est Samir. Bon, bah choisis, Samir, c'est chef d'équipe. T'es Samir, chef choisis la d'équipe, réponse. vas-y. Je suis chef d'équipe. Allez, vas-y, je vais dire Tilda Swinton. Ouais, il va juste me suivre quoi. Alors, Je sais même pas que vous avez dit ça en plus. Adam Driver, il Annette. était dans Annette qui est numéro 2. Ouais, voilà. Frances McDormand, Nomadland. Nomadland numéro 6.
Olivia Colman, The The Father. Father, numéro 3. Putain, j'espère. Ouais. Vincent Lindon, Titan, numéro 5. Ouais, voilà. Tilda Je le Swinton, sens, joli. The Friends Dispatch, sûr. effectivement, qui est à la place numéro 17. C'est à ce moment-là qu'elle fait son entrée, donc vous aviez raison. 18 pour l'équipe de Marine et 13 pour l'équipe de Samir. C'était sûr qu'il allait être. On arrive au casting 5 étoiles. Si je vous il va s'en souvenir, Samir Benoît. Fais gaffe. Ouais, là, c'est mort. Je suis mort. Si je vous dis Chris Evans, Thomas Sisley, Kid Don't Cudi, Look Up. Don't Look Up. Don't Look Up d'Adam McKay, effectivement, qui est numéro 13 Je l'avais à dans Chris le Evans, top 100 sans critique. Ouais, je l'avais à Thomas. C'est vrai que j'ai craint ça, je me suis dit, à vos premiers noms, il va l'avoir, ça va être terrible. Vous passez à 19. Musique de film, dans quel film peut-on entendre cette musique? Ah si, Matrix Resurrection. Absolument, Matrix Resurrection oui, ouais. de Lana Wachowski, qui est numéro Je l'ai pas 32 du top Sens Critique. Vous Bah, arrivez tellement à mieux. 20, l'équipe de Marine. Donc Marine, tu es en tête. Tu vas pouvoir choisir ton duel time, ton bien. thème. Tu as Il y le a choix entre... combien, tu peux nous rappeler? 20 Alors à... 20 à 13. Beaucoup à pas 20 à beaucoup. 13. Il a marqué 14. Elle a marqué 14 Déborah, mais après elle s'est peut-être trompée. Parce hein. qu'il y a un point que j'avais enlevé pour la triche de Raph. Hein. Ouais, mais c'était mon point à moi. Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Non, mais moi j'ai marqué 13. Non, Écoute, bah, je te fais confiance. Si tu Non, si non, t'es non, sûr, je- Déborah, si t'es sûr, je te suis. Non, non, elle avait mis 18 à 14, 18 à 13, donc elle savait pas. Elle savait pas. Bon. Il me faut tous des signes, je comprends pas. Mais c'est pas grave. Bon, écoutez. Marine, tu as le choix entre absence ou présence. Et présence. Très bien. Bah, si elle le connaît, le top 100 Sens Critique. Ouais, c'est ça. Lequel de ces films fait partie du top 100 Sens Critique des meilleurs films de 2021? Ok. 4 propositions. Vas-y. Jungle Cruise, Red Notice, Thunder Force, Sacrée Sorcière. Lequel de ces films fait partie du top 100 Sens Critique des meilleurs films 2021? Bon, facile. Oh, facile. Déconcentre-la un peu là. Allez. Dis n'importe quoi. Ah, c'est dur quand même, hein. Sacrée Sorcière, c'est Robert Zemeckis quand même, un Absolument. réalisateur que tout le monde connaît et adore. Un Ouais, réalisateur- Arrête d'influencer, Samir. Ça suffit, Attends, non Forrest Gump. Marine, écoute ton cœur, Vas-y, écoute-toi. bah on va dire, je sais pas, Jungle Cruise. Très bien, je note. Samir, tu as donc la question absence. Lequel de ces cinéastes n'est pas dans le top 100 Sens Critique des meilleurs films de 2021? Alexandre Aja, Mia Hansen-Løve, Regina King, Mamoru Hosoda. Lequel de ces cinéastes n'est pas présent dans le top 100 Sens Critique 2021? Je les répète, Alexandre Aja, Mia Hansen-Løve, Regina King ou Mamoru Hosoda. Allez, rapidement. Il me faut une réponse. En plus, on te laisse dans le calme, hein, franchement. C'est vrai qu'on est sympa. Hein. J'avoue, c'est vrai. Bon, tu l'as redilé une dernière fois, Marie, Alexandre comme Aja, ça. Mia Hansen-Løve, Regina King, Mamoru Hosoda. Allez, il faut la donner, là, la réponse. Faut y aller. Il n'est pas Regina présent. King. Ok, Bon, si, elle y est. je Oh, note. merde. Moi, j'aurais Alors dit Samir, on va Aja. commencer par toi. Alexandre Aja, il est présent à la 64e place avec Oxygène. Ah, t'as vu? Ouais. Mia Hansen-Løve, elle est présente à la 88e place avec Berman Island. Et Mamoru Hosoda est présent à la 63e place avec Belle. King. One Night in Miami n'est pas dans le Putain, top mais 100. c'est un trop cœur, fort. les gens. Non, mais non, c'est parce que personne n'a entendu Je parler de suis ce film. désolée. Vous passez à 18, Non, ouais, mais- l'équipe de ouais. Samir. Oh non Pardon. Je crois qu'il disait ça à Marie Oui, aussi. Marine. J'ai pas capté. Sacrée Sorcière n'est pas dans le top. Oui, Sans mais sens je critique. sais. Je sais Thunder juste Force ça non pour plus. l'embrouiller. Et figure-toi que Red Notice non plus. Par contre, Jungle Cruise, c'est le Eh 99e oui, du top 100 je l'ai Sens vu Critique. dans le top 100, ouais, Vous putain, passez à ouais. 25 et vous gagnez Voilà, ce c'est bien fait pour quiz. vos gueules. Ouais, c'était Bravo. bon. Surtout la gueule de Samir. Toi, Benoît, je On a t'aime bien. rattrapé, là, leur truc, hein, Par élimination, c'était Ouais, sûr, en non, mode, non, je vous avez m'en- pas rattrapé, il y avait 13-9, là il y a 25-18, il y a plus d'écart. Merci Wow. pour cette seconde partie de quiz, merci Marie, pardon, Avec ça plaisir. s'appelle pas merci. Ça y est, il est définitivement l'heure de dire au revoir à 2021 avec la fin de notre épisode spécial Top et Flop. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné ce soir, merci également à Arnaud pour la réalisation de l'audio et Déborah pour la réalisation de la vidéo. La semaine prochaine, c'est Benoît qui sera aux manettes avec les premières sorties de 2022. Au programme, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, Rossi de Marine Barnerias et Mes frères et moi de Johan Manka. D'ici là, on se quitte en musique avec un autre morceau qui a marqué mon année 2021, Pasadena de Tinashe en feat avec Buddy. Et ne me dites pas que vous n'avez pas envie de vous déhancher comme des fous quand vous entendez ce titre. Bonne semaine à vous. The Cinema Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier, mais c'est encore un peu maintenant. Feeling right, feeling right, feeling right. Living life, it's the life. Feeling free, feeling free, feeling right. It's the vibe, feeling right. The summer's coming around the corner.
the life. Feeling free, feeling free, feeling right. It's a vibe, feeling right. Up in the pit, house you see to the ocean. Out of wicked, we don't even know. Feeling the wind, listen out to the doors. Feeling free, don't get better than this. Closing the curtain on the pool's like a banner. Might mess around and get a room if you like. I got faded and I flew to Miami. I think I lost my visa. Never been the type that wanna be right, I wanna live life. Some say I'm psycho, but this shit here going cycles. Tell all my rivals, say that drama for your mama. Smoking ganja with my partner, seen the bad one in the lobby, had to stop. She want sex so good it make a tear fall. Prancing around in that leotard. When you're not around, I go through withdrawals. Withdrawals, without draws, don't matter, darling, I take it all, shit. Lately I've been feeling restless. I try my best just to ignore all the nonsense. If only I can manifest it. My mama told me life is yours for the taking. We've been working way too hard, gotta live a little more. Gotta put my family on, daddy told me no more job. Since battle too. Feeling right, feeling right, feeling right. Living life is the life.